Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 321 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le 13e numéro de la SILAB, notre top 100 joueurs NBA de 2024, top 100 participatif, avec aujourd'hui Shai de Basket Session, Rivers et le MOOC. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de notre top 100, la SILAB, magnifique jeu de mots, la SILAB, le top 100, si en chiffre romain, du Basket Lab, vous l'avez, j'espère. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui était déjà venu, l'an dernier d'ailleurs, pour la SILAB 2024, quelqu'un qui a un homonyme, qui est devenu quasiment MVP, mais la prononciation, c'est pas la même. Aujourd'hui, on reçoit Shai. Comment ça va, Shai? Ça va très bien. Et toi, Guillaume, comment ça va? Ça va, mais effectivement, on est quand même sur... Comment dire, on a dû te faire des remarques sur ton prénom tout le temps, toute ta vie. Là, depuis que HDA émerge, ça doit être un peu cool, non, d'avoir un peu cet homonyme-là. C'est magnifique, ma vie a changé. Alors, il y a plein de gens qui prononcent même son prénom à lui comme le mien. Ouais. Alors que bon, lui, c'est Shai, effectivement, mais ça fait plaisir d'avoir un candidat MVP avec quelqu'un qui a le même prénom. Je m'y attendais pas spécialement dans ma vie un jour. Quand il a débarqué, j'espérais déjà qu'il fasse une carrière pro, mais là, c'est au-delà de mes espérances, ouais. Ah oui, t'avais dû le repérer très tôt finalement. J'avais fait un article, mais alors simplement par pur ego. Alors il avait quand même, il était à Kentucky, donc c'est pas n'importe quoi, mais ouais. En disant, voilà, j'ai étudié à fond pour produire un article pour annoncer qu'il serait pas mal, en espérant que ce soit vrai. Et au final, voilà, coup de bol. Je me souviens totalement de sa saison NCAA où c'est une grosse recrue, mais il s'impose pas. Et puis d'un coup, je crois qu'on doit être le 29 décembre 2017 du coup contre Louisville, il fait un match incroyable et depuis depuis il n'y a pas de limite en fait, hein, c'est chaque année il repousse un peu les obstacles. Est-ce que tu es devenu fan d'OKC ou non? Toujours pas, quand même pas à ce point. Alors non, pas fan d'OKC, mais c'est une des équipes que j'aime le plus regarder et que j'aime le plus suivre parce que j'ai toujours ce petit truc pour les équipes jeunes et qu'on peut prendre au début d'un projet avec une identité un peu sympa et forcément sa présence, même si si c'est purement pour des raisons d'homonyme, c'est une des équipes que je préfère, ouais. Bon, moi, j'attends toujours qu'il y ait un Guillaume Johnson qui devienne MVP, mais on n'y est pas. Bref, Shai, que vous connaissez évidemment de Basket Session, de Rivers, le MOOC aussi. D'ailleurs, quel est le dernier MOOC qui est sorti? Alors, le dernier qu'on a sorti, c'est une réédition du MOOC Défense, qu'on a agrémenté de nouveaux articles pour l'étoffer, et puis il y en a bientôt un qu'on pourra annoncer, qui est pas encore prêt, mais qu'on vous annoncera prochainement. Restez vigilants là-dessus. On en sort de toute façon 3 à 4 par an. Le MOOC Défense d'ailleurs, auquel j'avais participé avec Benjamin Moubèche qui m'avait interviewé, c'était très agréable. Donc oui, évidemment le MOOC aussi vous connaissez évidemment de grande qualité. Et puis oui, non, aussi tu bosses aussi et tu regardes beaucoup de WNBA aussi en parallèle. Exactement, c'est un peu ma passion. C'est la WNBA, donc j'en parle évidemment chez Basket Session Rivers dans les podcasts qu'on fait, mais je suis aussi sur le site et le média Swish Swish, sur lequel on a un podcast, des live Twitch fréquents avec mes amis de l'équipe de Swish Swish, voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette nouvelle attention médiatique, la rivalité? Est-ce que pour toi c'est trop toxique ou est-ce que c'est bien là tout ce qui se passe, c'est au global? Je suis évidemment ravi que plus de gens s'y intéressent. Alors ça a des très bons côtés parce qu'il y a des gens qui deviennent un peu initiés, qui se rendent compte aussi, parce que c'est quand même l'intérêt majeur que le niveau est incroyable et que c'est la meilleure ligue du monde au niveau des filles et qu'il y a que c'est des enjeux différents, tout ça. Donc ça, je suis ravi qu'il y ait plein de gens qui y viennent. Par contre, évidemment, malheureusement, ça attire aussi des gens un peu toxiques qui s'écharpent sur des trucs qui n'ont aucun intérêt. Il y a aux États-Unis, hein, d'ailleurs aussi, il y a pas qu'en France, mais ça va mettre un peu de temps, je pense, avant de rentrer avant que la fanbase soit un peu plus policée. Mais non, globalement, je vais pas râler, je suis quand même content. Je préfère une approche un peu humble et modeste des gens qui connaissent pas et qui s'y intéressent petit à petit et gentiment que les gens qui arrivent avec leurs gros sabots et qui veulent absolument parler que de Caitlin Clark et d'Angel Reese. Voilà. Si tu vois ce que je veux dire. Tout le monde a un avis sur ces deux-là, notamment. Absolument. En effet. C'est ça.
Mais bref, donc Shai, bien sûr, vous connaissez, qui est partout, qui était d'ailleurs un peu tout seul cet été sur la CQFR parfois. C'est lui qui a tenu la boutique cet été. Je laisserai mes camarades bientôt pour partir moi-même en vacances. C'est eux qui tiendront la vacances bien boutique. méritées, on peut dire, pour le coup. Voilà. Donc Shai, vous connaissez le top 100. Vous connaissez aussi, on arrive au 13e numéro, si je dis pas de bêtises. 13e, donc le top 100, qu'est-ce que c'est? On a une playlist. J'ai fait une playlist de 100 noms. On en prend à chaque fois 5 au hasard, on en discute, et puis on les rajoute au classement. Donc on a fait 12 épisodes déjà, et donc on a un top 60, évidemment. À la fin de celui-ci, on aura un top 65. Mais avant qu'on passe à notre cuvée du jour, petite question traditionnelle. Par rapport à ce top 60 qu'on a actuellement, est-ce que tu as des remarques ou des revendications? Est-ce que tu penses que le 55e est un peu trop bas et devrait être 54? Qu'est-ce que tu penses du classement actuel? Alors, je vais pas me pencher sur les zones un peu obscures pour l'instant, même si c'est parfois elles sont intéressantes, hein. C'est un vrai exercice de se demander, de classer ces joueurs-là aussi. Non, pour le haut du tableau, Yanis en 1, si on considère l'apport global, l'efficacité, tout ça, ça me choque absolument pas, je trouve ça bien. J'ai pas de revendication, on en a discuté un peu tous les deux juste avant, voir Kawhi 4e, dans un monde où il est absolument pas blessé, où il peut donner le meilleur de lui-même, je suis totalement d'accord, et il serait peut-être même possiblement un peu plus haut, mais voilà, ce serait peut-être le voir 4e, je trouve que peut-être là, à l'heure actuelle, Tatum ou KD me semble peut-être quand même un peu plus fiable, mais non, sinon écoute, je trouve le top très intéressant parce qu'il met quand même en avant des paramètres qui me plaisent, notamment l'efficacité, et c'est que je regarde en même temps que je disserte, hein, évidemment, mais non, écoute, ça me paraît bien. Jalen Williams 17e, j'aime bien parce que c'est un joueur dont je pense qu'il va se révéler encore un peu plus cette année. Non, globalement c'est bien. Darius Garland peut-être là. Bon, après tous les joueurs n'ont pas encore été intégrés au classement, hein, mais j'ai un peu peur pour Garland et Desmond Bane qui est un de mes joueurs préférés en NBA, 26e. Je suis ravi de le voir dans le top 30, alors que pour l'instant en tout cas dans les tops américains que j'ai pu regarder un peu ces dernières semaines, il me semblait vachement bas quand même. Voilà. Ouais. Non, mais après, personne n'a regardé Memphis cette année, donc beaucoup de monde sont un peu passés à côté de ces progrès au passing, hein, je pense, notamment, qui viennent un peu faire que le profil est de plus en plus intéressant, je trouve. Mais alors, si tu me permets de te questionner, parce que oui, je t'en prie. Je suis perdu sur lui, je sais pas quoi faire, vraiment. On a mis Edwards, il est 11e. Ouais. On a inséré la dernière fois Lillard un peu au-dessus de lui, alors que pourtant il fait quand même une assez mauvaise saison. Mais bon, enfin, une mauvaise saison de Lillard, c'est quand même, tu vois, par exemple, plus efficace que Edwards qui fait sa meilleure, mais non, Edwards, je sais pas quoi en faire par rapport à des Booker, par rapport à des Mitchell, ou alors plus bas par rapport à des Irving. Qu'est-ce que tu penses un peu d'Edwards, où est-ce que toi tu l'aurais mis d'instinct, on va dire? D'instinct, je l'aurais mis à peu près exactement là où il est. C'est-à-dire borderline top 10, avec faut garder en tête qu'il est très probable qu'il grimpe dans ce classement, parce que sa trajectoire a l'air d'indiquer ça. Plus haut, c'est peut-être pas encore. Il a fait des choses incroyables l'année dernière. Je pense qu'il est top 10, borderline top 10, c'est bien. Après, entre que ce soit 8e ou 12e, ça, je pense pas que ce soit gravissime. Mais, non, mais par rapport à Tatum, Booker, tu penses pas qu'il est à ce niveau encore Je pense qu'il en est pas loin, mais que là, à l'instant T, il y est peut-être pas encore. Voilà. Okay. C'est comme ça que je vois le truc, ouais. Et par rapport à Lillard, ce que tu disais par rapport à Lillard, t'as raison, c'est une mauvaise saison de Lillard sur combien de fantastique, et dans des circonstances. Moi, je suis très, je suis souvent parfois dans le hors terrain et tout ça, les impondérables, mais voilà, il a vécu des moments difficiles. Je pense que c'était une anomalie dans sa carrière, et que c'est pas parce que là il a eu un moment difficile que ça va se répéter sur les prochaines années. Je pense même qu'on va avoir une très très grosse saison de Lillard, donc ça me choque pas de le voir devant. Oui, mais après, vu que le critère c'est un peu évalué à performance 2024, je pense que ça pourrait s'entendre même de le descendre encore plus, parce que tu vois, si on prend dans l'absolu, je pense qu'il peut même être, pour moi, Lillard dans l'absolu et pas juste la paire 2024. Pour moi, il est niveau Tatum en fait, hein, peut-être même un peu au-dessus. Donc, c'était à ce point, je trouve à ce point fabuleux, mais bon, voilà. Du coup, tu me rassures un peu, parce que tu vois, sur Edwards, je regarde un peu partout, là, c'est la saison des classements, là, justement, et je vois que tu vois, c'est des ESPN ou je sais pas qui parfois peuvent le mettre top 5 ou des trucs comme ça. Je me dis, ça me paraît haut, moi, mais donc, ok. Bon, ben, faisons comme ça. Alors, on peut, si tu n'as pas plus de revendications qui te choquent, on peut aller sur la cuvée du jour, alors que je l'ai même pas encore annoncé. Aujourd'hui, d'ailleurs, plutôt belle cuvée, hein. T'as eu une très grosse cuvée. Ouais, j'ai de la chance. T'as été sympa avec moi. Merci beaucoup. On a eu du Anthony Davis aujourd'hui. On a du Harrison Barnes, on a du Lauri Markkanen, du Paul George et du Jaime Jaquez. Même le 5e, a priori, est quand même assez intéressant. Question traditionnelle, avant qu'on en discute un par un et qu'on les insère au classement. Comment est-ce que toi, ces 5-là, tu les classes les uns par rapport aux autres? Alors, les uns par rapport aux autres, je pense que je mets
Anthony Davis en 1. Ouais. Parce que là, je trouve qu'il sort. Après, on en discutera individuellement, hein, mais en tout cas, il sort de peut-être sa meilleure saison avec les Lakers, je trouve, depuis le titre. Et c'est un joueur avec lequel j'ai été pas mal critique. C'est pas de sa faute si physiquement c'était compliqué, qu'il se blessait tout le temps. Mais j'ai eu du mal justement à classer quasiment pendant toute sa carrière. Mais là, j'ai l'impression qu'il arrive à un moment important qui est plutôt bien pour lui. Donc, je mettrai Anthony Davis devant Paul George, puis Lauri Markkanen quand même. Et c'est après que c'est plus, je pense que je mettrais, là, à l'heure actuelle, je mettrais peut-être Raquez devant Harrison Barnes. Je sais pas si beaucoup de gens feraient pareil, parce que Barnes est quand même un vétéran, un joueur plutôt fiable, qui apporte du liant et de la défense et du leadership, tout ça. Mais Raquez, j'ai vraiment beaucoup aimé sa saison, ses débuts avec Miami. Et, là, sur ce qu'il a montré, et même sur la dynamique, je pense que je le mets un cran devant Harrison Barnes, qui est plutôt sur la pente descendante, ce qui ne le rend pas inutile pour autant, évidemment. Eh bien, en effet, j'avais un peu pareil. Donc Davis 1, Paul George 2, Markkanen 3. Et après, hésitation, Jaquez, Barnes. J'avoue que je savais pas trop comment trancher, mais ça, c'était qu'un premier jet un peu de loin. On va en discuter justement et voir comment est-ce qu'on les intègre après ces discussions, après ce détail. Donc allons-y. Bah tiens, je te propose qu'on commence par Lauri Markkanen, si tu veux bien. Notre premier joueur du jour, Lauri Markkanen. Je te fais le topo vite fait. 33 minutes par match cette saison, 55 matchs pour Markkanen, 109 de true shooting plus. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Juste plus 9% d'efficacité par rapport à la moyenne. C'est très très bien, plus 9%. Sur un usage de 25% de volume de responsabilité. Et c'est vrai que pour te lancer, on est encore une fois sur une deuxième top saison consécutive, mais peut-être un peu limité parce que le contexte est celui qu'il est à Utah, quoi. C'est ça. C'est un genre très particulier et très difficile à classer, je trouve, parce que on sait pas si ça peut être la première option d'une forte équipe. On n'en sait rien. En fait, il s'est jamais vraiment retrouvé dans la situation, mais il a les stats et l'efficacité de quelqu'un qui est l'une des meilleures armes offensives de toute la ligue, en fait. C'est ça qui est compliqué. C'est l'un des meilleurs joueurs sur pick and pop. Il est ultra efficace. J'ai pas les stats devant moi, mais alors sur l'efficacité, tu l'as dit juste avant. C'est ça, mais plus 9%, c'est énorme. Hein. Sur le true shooting, c'est incroyable. C'est meilleur que des joueurs qui sont plus référencés et cotés que lui, mais je trouve qu'il continue de s'améliorer là depuis qu'il est au Jazz aussi, son impact offensif, sa présence, tout ce qu'il apporte. Je crois que ce qu'il amenait à l'attaque du Jazz sur 100 possessions, en sa présence, c'était assez dingue. Et ouais, le true shooting percentage incroyable, la variété de ce qu'il est capable de faire. Je sais pas si c'est la première option parfaite. C'est pas un créateur, il se crée pas lui-même ses propres shoots aussi facilement que d'autres. Mais c'est quand même un attaquant élite et qui serait peut-être... est-ce qu'on serait pas sur un mec qui serait la meilleure deuxième option de la ligue s'il avait ce contexte-là, en fait? Tu vois, je sais pas. En tout cas, c'est un joueur qui me semble très sous-coté à l'heure actuelle. Sous-coté, et en même temps, de l'autre côté, j'ai l'impression que la hype est un peu redescendue par rapport à l'an passé. Tu sais, où il avait été élu All-Star, etc. Ouais. Et c'était waouh, c'est une star. C'est vrai que son cas est un peu plus particulier que ça, parce que t'as des éléments qui sont extrêmement intéressants. T'en as d'autres qui disent ouais, c'est peut-être pas l'équivalent d'autres stars, quoi. Et bon, après, le côté excellent, c'est que l'efficacité depuis 2 ans, notamment dans les systèmes de Will Hardy, qui est un excellentissime coach offensif, bah, il est un peu au centre du projet de ces systèmes-là. Et tu vois, tu parlais d'efficacité, true shooting, moi j'ai dit le true shooting plus, donc relatif à la moyenne, mais grosso modo, sur les chiffres bruts, il est top 10 efficacité parmi les joueurs avec un certain volume. Donc voilà, c'est quand même très très efficace. Il est coincé entre Kawhi Leonard et Jimmy Butler. Voilà, juste pour dire à quel point c'est efficace, quoi. c'est pas mal. Et en effet, tu vois, il est aussi, il est pas mal au centre du système du Jazz et de cette attaque hyper fluide avec plein de mouvements, plein de systèmes très bien dessinés et très bien exécutés aussi. Après, c'est vrai que tu vois, de l'autre côté, on a aussi affaire à un mec qui, en termes de volume, de responsabilité, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. On est autour, alors, basketball référence, c'est 25, cleaning the glass, c'est 21, 22. Bon, on est loin de la barre un peu symbolique des 30% d'usage des stars. Donc, déjà, un peu le volume, je me dis, c'est peut-être pas l'équivalent des superstars. Et surtout, tu regardes un peu son pourcentage de paniers assistés, on est à 84. Ça veut dire que 84% de ses paniers sont assistés. Alors, c'est pas que je suis dans mon fauteuil, parce que tu sais, tout ce qui est sortie d'écran, tout ce qui est, voilà, parfois tu peux shooter en créant de l'action, un peu création en direct. C'est pas parce que tu prends pas 4 dribbles que c'est pas toi qui as créé l'action. Une sortie d'écran, c'est toi qui fais le décalage, hein, clairement. Mais voilà, tout de même, 84% de paniers assistés, c'est assez énorme. Donc,
j'ai toujours trouvé un peu difficile de juger, et je pense que l'opinion publique est un peu séparée entre ce côté la hype, voire même un peu la sur-hype qu'on a pu avoir au début de Idebar, qui fait des chiffres d'efficacité incroyables, et de l'autre côté un peu cet aspect de bon, c'est sympa, c'est même très très sympa, mais on n'est pas non plus sur un créateur au volume de même calibre et de même acabit que d'autres. C'est ça, mais c'est pour ça que c'est un genre très difficile à analyser aussi, enfin en tout cas pour le classer, pour imaginer quel serait son statut dans la ligue, mais je pense que ça dépend quand même, c'est vachement lié à son contexte, au contexte dans lequel il évolue, et dans lequel il va d'ailleurs continuer d'évoluer, parce que la signature de son contrat le rend impossible à trader la saison prochaine, donc il sera encore un joueur du Jazz, il va bénéficier du même coaching de Will Hardy, il aura a priori à peu près les mêmes partenaires autour, donc je pense pas qu'il va changer de statut non plus, parce que j'imagine pas le Jazz faire une saison qui dépasse énormément les attentes, mais le joueur individuellement, quand on le sépare, je le trouve vraiment extrêmement intéressant, et ça me frustre presque de pas le voir dans un autre contexte. Mais il est pas dans la catégorie des superstars de la ligue. Je pense que c'est un joueur de calibre All-Star qui à un moment de sa carrière changera de contexte très certainement. Et là, peut-être qu'on verra le meilleur de lui dans une équipe plus ambitieuse, quoi. Je le vois pas rester longtemps aussi longtemps que ça au Jazz, ou alors il faudra que le Jazz vraiment progresse énormément, mais si c'est Mark Cannon le numéro 1 du Jazz, ça fonctionnera pas, je pense, tu vois. Mais joueur, moi c'est un joueur que j'adore regarder, j'aime bien le voir jouer avec la Finlande aussi, où il est encore un peu plus il est encore un peu plus utilisé, c'est vraiment encore plus la pierre angulaire du projet. C'est voilà, quand je dis sous-coté, c'est parce que oui, c'est un All-Star, donc on en a parlé un moment, mais j'ai l'impression qu'on se rend pas bien compte parfois de son efficacité, tout simplement, et de la variété de ce qu'il est capable de faire. Alors c'est pas un créateur proprement parler, tu l'as bien dit, tu l'as bien mis en lumière avec le fait que la plupart de ses paniers sont assistés, mais ouais, je trouve quand même que c'est vraiment un très beau joueur de basket, en tout cas. Oui, et sous-côté aussi en un sens, peut-être parce que comme Utah, personne ne regarde, ou en tout cas pas beaucoup, forcément. Oui, c'est ça. Un peu loin des yeux, loin du cœur, quoi, au final, parfois. Mais non, mais c'est évidemment, on l'a même pas explicité, mais ce qui est hyper bien avec lui, c'est le shoot d'élite depuis qu'il est arrivé au Jazz. Ouais. Et un peu qui a mis du temps à venir, pour le coup, parce qu'on a un peu enfin la concrétisation de son potentiel à la draft, qui était un grand shooter avec un toucher de balle soyeux, avec une plutôt pas mal diversité de shoot. Ça a un peu mis du temps en début de carrière. Chicago, même à Cleveland, c'était pas tout le temps top. Tu vois, Cleveland encore 36% à 3 points. Bon, simplement au niveau de la moyenne. Là, depuis le Jazz, ok, on a un shooter d'élite. C'est un truc assez dingue. Et l'autre atout, c'est qu'en plus, comme dit, c'est qu'il a la taille, donc il peut shooter par-dessus certains mecs. Et voilà, ça fait une différence, quoi. C'est pas un petit shooter en sortie d'écran, quoi. Je peux faire partir le tir un peu plus facilement. Plus cette notion de mouvement aussi, où tu vois, t'as certains bigs qui shootent, genre Porzingis. Bon, c'est cool, mais Porzingis, ça bouge pas, quoi. C'est un peu statique, quoi. Bon, ça fait partir le tir. Ok, pas de souci. Mais je trouve que le dynamisme aussi à 3 points en sortie d'écran, sur des jeux de main à main, dribble and off, ou ce genre de choses, ça apporte aussi une certaine valeur de création. Après, de l'autre côté, ce qui est un peu dommage, c'est que, je l'ai pas dit d'ailleurs, 40% à 3 points sur un gros volume, ok. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que, moi, il me manque un peu le passing, en fait. Il manque un peu le passing pour arriver à exploiter un peu tout ce qui est ces fameux décalages que tu arrives à créer de par ta menace en sortie d'écran. Il manque un peu ça, et d'ailleurs, tu vois, on parlait de l'efficacité, c'est un des meilleurs. Si on parle maintenant de ce qu'on peut appeler le ratio de playmaking, donc à quel point tu fais des passes relatifs à ton nombre de ballons, juste ce ratio-là, assist percentage divisé par usage percentage pour la technicalité, mais grosso modo, là aussi, il est top 10 les moins passeurs de toute la NBA, quoi, parmi les gros volumes. Donc, tu vois, il est pareil que des mecs comme Bobby Portis, Kelly Oubre, Tim Hardaway, enfin, ça passe pas beaucoup la balle, et c'est dommage parce que il manquerait plus que ça, pour le coup, pour qu'on arrive un peu à, si j'ai une prise à 2 en sortie d'écran, hop, je fais la passe par-dessus, ou je fais la bonne lecture, et puis tu peux dérouler le décalage, et tu peux exploiter encore plus l'attaque derrière, quoi. Donc c'est peut-être un peu ça qui, moi, je suis un peu sur ma fin de ce point de vue-là, comparé à d'autres superstars, mais on va dire qu'il y a quand même, non pas comparé à d'autres superstars, mais dans l'absolu, c'est quand même un joueur qui a une efficacité géniale, avec un shoot aussi qui est génial sur une position intérieure, donc ça a plus de valeur. Bon, il y a quand même beaucoup de choses à aimer. Et alors la défense, qu'est-ce que tu penses rapidement, la défense de Mark Cannon? Je trouve pas que ce soit un défenseur fantastique, pour être honnête. C'est pareil, en tout cas, c'est pas un défenseur qui individuellement va changer la face de ton équipe, hein. Je pense que ça c'est pas une révélation pour personne, mais je pense que ça peut être un défenseur très honnête dans une équipe qui a une défense collective qui fonctionne tout simplement.
Par contre, ouais, c'est pas un défenseur fantastique. Pour moi, c'est vrai, le vrai apport, c'est sur l'attaque, et c'est là-dessus qui fait son beurre et qui continuera de faire son beurre, avec des progrès qui sont encore à réaliser. Il a, entre guillemets, que 27 ans. C'est un âge où il est censé être à maturité, et en même temps où il peut encore progresser, surtout s'il garde un coach de cet acabit-là. Mais non, défensivement, moi j'ai pas de. Alors tu vas peut-être m'éclairer avec des statistiques qui montrent soit que je me trompe, soit que je suis plutôt dans le vrai, mais j'ai pas l'impression qu'on est sur un défenseur élite pour Markkanen. Non, mais j'ai pas de stats d'ailleurs, mais non, je te rejoins. C'est un mec qui, dans un environnement compétitif et comment t'as dit, une défense compétente collectivement, c'est pas un mec qui va t'handicaper la défense. Je pense pas. Et c'est effectivement plus un mec qui, à mon sens, peut être pas mal, au moins en défense on-ball. Tu vois, je pense un peu même sous-estimé parfois à quel point il arrive à combiner à la fois les centimètres et la mobilité. Bon, c'est pas génial, il n'y a pas d'énorme plus-value, mais au moins c'est pas handicapant. Par contre, c'est vrai que c'est, en termes de défense off-ball, c'est pas le mec qui va avoir une activité géniale, quoi. Donc c'est ok, c'est un intérieur qui shoot, donc ça c'est bien, mais il n'y a pas tout ce qui est protection de panier d'un intérieur, il n'y a pas rebond, il n'y a pas cette activité-là. Donc au final, en attaque, t'as envie qu'il joue intérieur, et en défense, t'as un peu envie qu'il joue extérieur, quoi. Poste 3, gros poste 3. mais bon, pour le coup, pas d'énorme plus-value, mais je pense que c'est pas non plus à ce point catastrophique. Non, il est pas pénalisant. Ouais, ou en tout cas, dans cet effectif du Jazz, bon, difficile de le juger aussi pour cette année. Mais voilà, ça. Pour le profil, à moins que tu aies autre chose à rajouter, tu me dis, mais sinon, on peut se projeter dans le classement. Où est-ce qu'on l'imagine alors dans ce classement existant? Où est-ce qu'on se le met, Markkanen? Moi, comme ça, de prime abord, j'aurais bien mis dans une version positive, un peu optimiste, entre la 25 et la 30e. Mais alors, attends, qui sont les joueurs qui sont dans cette zone-là? Si je regarde un peu, là, en 25, dans ma tête, je m'étais dit que c'était peut-être un des 25 meilleurs joueurs de la ligue. Darius Garland est dans cette zone-là. Je pense je le mettrais devant Darius Garland. Mais ceux d'au-dessus me paraissent peut-être à juste titre au-dessus. Je trouve pas déconnant de voir Tyrese Maxey, Siakam, même Kat. Ouais, moi je le mettrais bien là comme ça, par rapport à ceux qui sont au-dessus et en dessous, je le mettrais peut-être entre Jamal Murray et Darius Garland. Mais alors c'est une première proposition comme ça. Bon, alors j'étais très sévère alors, peut-être. Peut-être un peu trop. Est-ce que ça te semble... non, mais ça te semble peut-être beaucoup trop, y a pas de problème. Hein. Ou alors c'est lui qui est trop bas. Enfin bref, disons-le. Non, moi, j'avais un point de repère et je me demande à quel point Michael Porter Jr., tu vois, qui actuellement est 36. Ouais. Et je me dis, en un sens, Markkanen ressemble quand même pas mal et peut-être même un peu plus à un Porter Jr. que genre à une méga star. Alors, il est quand même meilleur. Mais tu vois, c'est un peu ce même profil de beaucoup de paniers assistés, mais en même temps, beaucoup de création un peu indirecte sur le jeu off-ball. Porter, c'est un peu ça. C'est aussi efficace, il n'y a pas beaucoup de passing, peu de turnover, mais parce que pas de passing. Tu vois, je pense qu'en un sens, Markkanen, c'est un peu la version plus de Porter Junior. Et encore, Porter a un peu la défense, mais bon, je pense quand même qu'on est meilleur. Mais je veux dire, à mon sens, il ressemble un peu plus à un Porter Junior que à, je sais pas qui c'est qu'on a en star, que un Sabonis, quoi, tu vois, en star créateur intérieur, okay. quoi. Ouais. Mais après, c'est quand même peut-être un peu bas. Ou alors, c'est Porter qui est un peu bas aussi. C'est peut-être pas impossible que Porter Junior soit un peu bas. Faudrait voir les joueurs qui sont du coup un peu en dessous. Enfin, qu'est-ce qu'on a? Sengun, Bradley Beal, Scotty Barnes, Aaron Gordon pour l'instant. Non, mais après, tu vois, tu me parlais de... Ou je sais pas si on en parlait en antenne ou... Non, on parlait en début de podcast, pardon. Desmond Bane, tu vois, c'est une pas mal comparaison finalement de Desmond Bane. En termes d'efficacité, en termes de style de jeu. Il y a un peu plus de passing désormais, mais... Ouais, donc on serait un peu plus dans ta zone, là, du coup, Jamal Murray, Garland, Desmond Bane. Oui, moi je le verrais à peu près dans cette fourchette-là, hein, mais et d'un côté, c'est vrai que je vois Franz Wagner, mais alors je suis pas objectif parce que je l'adore, j'adore totalement Wagner, que peut-être je l'aurais peut-être mis intuitivement plus haut, mais non, en tout cas voilà, sur cette fourchette-là, je le vois bien par là, voilà. Toi, dans ta tête, ce serait un truc genre Desmond Bane, puis Franz Wagner, puis Markkanen alors, plutôt. Ça pourrait, ouais. Voire même Franz Wagner premier, non? J'ai beaucoup de mal à dépassionner les choses et avoir un regard très très froid sur ce genre d'exercice, mais oui, en tout cas, ça pourrait faire ça. Non, mais je suis d'accord que, tu vois, t'as des Franz Wagner, t'as des Sengun, t'as des Bradley Beal, c'est quand même des créateurs, quoi. Parce que Markkanen n'est pas trop. Ou alors c'est Desmond Bane qui est trop, alors je sais pas. il y a un truc là-dedans, mais non, mais si tu veux on peut le coller à Franz Wagner alors, si ça te va. Oui, moi ça me va. Je trouverais que c'est assez juste. Le fait qu'il soit aussi première option de son équipe,
Ce qui est pas forcément le cas des joueurs devant. Tu vois, le fait on sait il est performant dans ce rôle-là, indépendamment des résultats du Jazz, hein, mais les autres sont pour l'instant des secondes options au mieux. Après, ça ne fait pas tout, hein. Je vois qu'Hartenstein est classé là, mais je sais que son impact a été énorme avec New York, hein. Et je pense que son impact sera aussi énorme à OKC, mais... J'allais dire, je suppose que toi, tout ce qui est, on a un Jarrett Allen et un Hartenstein qui sont calés entre ces deux groupes là. Toi, potentiellement, tu pondères sans doute moins la défense, ou tu les aurais peut-être un peu plus bas, ces deux-là, non? Ouais, je pense. Ouais. Mais tout en reconnaissant leur valeur, attention, hein. Ouais, bien sûr. Mais par réflexe, je pense que je les aurais mis un tout petit peu plus bas. Je suis notoirement connu pour aimer beaucoup les défenseurs intérieurs. T'as tout à fait raison. C'est ma coquetterie. Mais non, mais blague à part, non, mais en termes de valeur, je pense que c'est pas mal. Mais non, mais ça me va, ouais. Franz Wagner, c'est vrai que Franz Wagner a pas un énorme volume, mais tout de même un peu de création. Ok, ouais, on peut le coller à Franz Wagner, alors. Ça peut le faire. Et peut-être que Desmond Bane, il faudra lui mettre un petit coup de pied pour le faire descendre, alors, peut-être. Descendre Bane et monter Porter Junior, alors. Un truc comme ça. Et Bane remontera de lui-même la force de ses gros bras la saison prochaine, tu vois. Tout à fait. Voilà. Ok, bah faisons comme ça. Et donc, avant d'avancer, petit quiz. Est-ce que tu te souviens de ça, qu'il y a des petits quiz à la fin? C'est vrai. Je te prends par surprise. Petit quiz, moment trivia. Nous sommes le 4 janvier 2024. On essaie de se remémorer des actions marquantes de la saison dans cet exercice. 4 janvier 2024, c'est un game winner. En tout cas, presque un game winner contre le Détroit, puisqu'ensuite, il y aura un 3-point clutch de Burks qui va égaliser. Qui est sur le terrain? Es-tu capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de cette action, ce 3-point clutch de Markkanen contre Détroit? Il doit y avoir, on est Jazz, il doit y avoir Colin Sexton. Exactement. Colin Sexton qui joue dans le backcourt avec Chris Dunn. Pas Chris Dunn, non. Non. Ah, il était pas là, Chris Dunn. Un ancien Lakers plutôt. Jordan Clarkson, alors. Exactement, Clarkson. Keontae George. Pas Keontae George, il te manque un peu. Il y a un intérieur très bondissant, mais même si il s'est lui-même fait bondir dessus par Edwards, qui a été le dunk de l'année. Ça te parle ou pas, ça? John Collins. Exactement, John Collins qui s'est fait baptiser par Edwards. Oui. Ouais. Et puis le dernier, il a été champion du monde en 2006. Champion du monde en 2006. Ouais, en 2006. Ouh là là. 82. Il a fait finale de Coupe du Monde en 94 contre le Brésil, perdu au tir au but. D'accord. Attends, je suis perdu là. Non, c'est un Italien. Ah oui, je me comprenais plus. J'étais perdu. Ah bah c'est Fontecchio alors. Exactement, c'est Fontecchio, ouais. Tout à fait. Effectivement. Bon, il a été champion du monde, mais comme nous on l'a été devant la télé, quoi. Oui, tu vois, j'ai bien vu, j'étais perdu là. L'Italien Fontecchio, et de l'autre côté, je crois que j'ai déjà dit un nom, le mec qui égalise juste derrière, c'est Burks. Ouais, Alec Burks, ouais. Et sur le terrain, il doit y avoir Kate Cunningham. Non, pas sur le terrain, non. Ah oui, ok. Le 4 janvier 2024. 4 janvier 2024. On est avant les trades. Ah, donc Killian Hayes était là? Non. Killian Hayes est là, tout à fait. Ok. Killian Hayes est là. Est-ce qu'Ozar Thompson était là? On n'a pas Ozar Thompson. Bogdanovic alors. Bogdanovic, tout à fait, exactement. On a un pivot aussi. Jalen Duren. Tout à fait, Jalen Duren. Et le dernier était pas mal, ma foi. C'est bon, je commence à comprendre ton esprit torturé. C'est donc ce brave Livers. Donc. Exactement, Isaiah Livers. Voilà pour le liver pour le foie en anglais. Je vois que tu as pris des cours d'anglais, bravo à toi. Tout à fait. Ou plutôt des cours de des indices totalement pourris, mais exactement. Voilà qui est sur le terrain. Donc on peut avancer, passons à Harrison Barnes si tu veux bien. Notre deuxième joueur du jour, Harrison Barnes. Le topo, c'est 29 minutes par match pour Barnes en 2024, 82 matchs, 105 de true shooting plus, donc plus 5% d'efficacité relative à la moyenne. C'est pas mal. Sur 16% d'usage, évidemment un volume assez modeste de scoring, 16% à peine. Et pour te lancer, on est, c'est vrai, sur une saison qui a été collectivement un peu décevante côté Sacramento, mais mine de rien, Barnes, c'est un de ceux qui est peut-être un peu le moins déçu. Oui, c'est ça. Et c'est un joueur qui est... J'ai l'impression que je vais dire ça à chaque fois, mais alors lui aussi, quand tu m'as soumis la liste, je me suis demandé comment le classer, comment définir à son niveau actuel, parce que statistiquement, sur les stats, en tout cas les plus traditionnelles, je pense pas qu'il soit sur sa meilleure saison. Il a moins joué, il apporte forcément moins en production pure qu'à sa meilleure époque, mais en même temps, je le trouve
tellement précieux que je disais tout à l'heure, il apporte énormément de liant. Il y a j'ai l'impression qu'il arrive encore à rendre un peu les autres meilleurs, que ça va au-delà de l'apport statistique, tu vois. Et du coup c'est quand même compliqué à classer. C'est quand même compliqué à classer. C'est un joueur que j'aime beaucoup et je pense que son arrivée aux Spurs est très très intéressante au niveau de l'expérience et il va apporter beaucoup de choses, que ce soit Wembanyama ou aux autres. Mais sur le joueur individuellement, là, j'ai beaucoup de mal à me positionner sur lui en 2024. Tu vois, j'arrive pas à savoir si c'est le contexte là aussi. Bon, le contexte est toujours très important. Hein, c'est pour les joueurs, c'est évident, mais si le contexte de Sacramento et de la saison un peu plus difficile parce qu'ils étaient attendus, pour le coup, il y avait plus l'effet de surprise. Est-ce que c'est ça qui rend son évaluation compliquée? Je sais pas, j'avoue que je veux bien ton avis sur Barnes parce que et peut-être que ça va m'aider à affiner un peu le mien, parce que je voudrais pas quand on le classera tout à l'heure, j'ai peur de le mettre beaucoup trop bas par exemple, tu vois, alors que c'est encore un joueur qui dans les stats avancées est quand même je pense il a tout son mérite. Bah, en fait, moi je trouve que c'est un mec que j'aime beaucoup plus maintenant qu'à une certaine époque, tu sais, où il a tenté un peu de devenir un go-to guy, la période Dallas. Et en fait, ça valait pas le coup parce que oui, le volume était un peu monté, il y avait de la création, mais qui était pas si rentable que ça, qui était d'ailleurs une efficacité qui était en dessous de la moyenne. Ouais. Voilà, ça valait pas le coup. Sauf que la version qu'on a depuis quelques années, qui est redevenue un peu la version role player, mais plus quoi, pas créateur de mauvais niveau, c'est plutôt un bon role player, je trouve. C'est quand même une version beaucoup plus intéressante, surtout que Sacramento, depuis quelques temps, on a un mec qui est efficace. Donc ça, c'est bien, je trouve, dans ce rôle-là. Oui, on va le pénaliser parce que il n'a pas le volume de création que d'autres, donc on va pas être dans la même zone que des créateurs, même, tu vois, même des créateurs un peu secondaires, je pense pas en tout cas, qui sera là. Mais il y a l'efficacité qui est bien, donc ça, c'est assez cool, avec un bon tir à 3 points, 39% cette année encore, bon, ça va, c'est même plus que ça va, c'est pas mal. Et tu vois, en un sens, je trouve que c'est un des mecs qui détonne le plus à Sacramento parce que c'est un peu, entre guillemets, la caution défensive de ce 5 de départ, alors que tous les autres sont pas top non plus. Alors peut-être De'Aaron Fox aussi, mais les autres, c'est un peu compliqué défensivement. Lui, il est pas mal. Et de l'autre côté, c'est peut-être aussi l'attaquant le moins dynamique en termes d'attaque par rapport à cette attaque qui était élite l'an passé, qui est devenue un peu moins flamboyante cette année, mais avec le même schéma. C'est pas le mec qui va courir partout, c'est pas le mec qui va faire de sortie d'écran. D'ailleurs, on a toujours pas de passing, ça c'était un peu les limites de son profil. Ça, il a voulu ça ne viendra jamais, ouais, ça. Bah ouais, et quand il voulait être créateur, tu vois, le passing n'était pas là non plus, quoi. Donc c'était juste un mec inefficace. Il n'y a jamais eu la création. Donc il y a ça aussi, et que c'est peut-être un des attaquants les moins efficaces de ce schéma, de ce système des Kings. Mais bon, au final, c'est quand même un mec assez solide, je trouve, qui met des 3 points, qui apporte un peu en défense, alors peut-être pas autant que certains autres, donc ça aussi on en rediscutera, mais comment dire, si on compare un peu avec la mauvaise saison de Kevin Huerter, par exemple, qui est totalement tombé, qui a un peu perdu son statut même fin de saison, comparé à un Ken Ellis, c'est un Harrison Barnes, quoi. C'est-à-dire, le mec qui va pas être une énorme plus-value, mais qui fait sa saison, modulo, c'est vrai, comme tu l'as dit aussi, un peu moins de temps de jeu, un peu moins de volume qu'avant, mais parce que ça vieillit aussi. Mais voilà, la valeur sûre, en fait, qui fait pas de vague, ni dans un sens, ni dans l'autre, en fait. C'est exactement ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et il a beaucoup apporté aux Kings quand ils ont fait leur saison surprise là, où ils sont revenus en playoff et tout. Là, je le trouve vraiment bien. Là, peut-être que tout en restant vraiment fiable, hein, t'as donné ses chiffres, son adresse, elle est très bonne à 3 points et c'est la cohésion défensive. Moi, la défense des Kings l'année dernière était vraiment décevante ou en dessous de la moyenne à mes yeux en tout cas. C'est un joueur fiable, c'est un vrai bon role player à ce stade de sa carrière. Après, qu'est-ce que ça représente après en termes de classement individuel, c'est plus difficile à définir. Il y a d'autres saisons dans sa carrière et même dans d'autres équipes où ça aurait été plus simple de le catégoriser. Là, j'ai plus de mal, je sais pas trop. C'est vrai que j'ai quand même dit que j'aimais bien le mec qu'on a depuis quelques années. Il commence à y avoir un petit glissement peut-être. Bon, il est pas si vieux que ça, hein. Il va avoir 32 ans maintenant, c'était son année 31, mais bon, tu vois, par exemple, le minutage a un peu baissé, c'est pas cata, mais ça a un peu baissé. Le pourcentage de paniers assistés, il a monté de 70 à quasiment 80% de paniers assistés, donc encore moins créateur qu'avant. Des petits indices aussi comme ça qui dénotent un peu l'âge, sans doute, c'est la fréquence de tir au panier,
qui est passé de 36 à 25. D'un coup, ça baisse un peu. Tu dis, ça va moins au panier en général, c'est qu'il y a peut-être moins de jus dans les pattes, quoi, grosso modo. Ça marche un peu comme ça. Voilà, t'as plein de petits indices comme ça. Au niveau des fautes provoquées, on a aussi le score qui est 2 fois moins bon que l'an passé, où il était élite en termes de provocation de fautes. Et cette année, on est juste dans la moyenne. Voilà, il y a plein de petits indices, mais je pense que globalement, on a quand même affaire à un attaquant qui... on l'a pas dit non plus, mais pareil, il fait pas de turnover, mais parce qu'il fait pas de passe, donc il y a pas de prise de risque, donc c'est pour ça qu'il y a pas de turnover non plus. C'est plus simple, ouais. Ouais, donc c'est propre, hein. C'est propre, mais il y a pas de prise de risque. C'est le mec qui, je pense, a une bonne valeur en tant que complément, en fait, clairement. Peut-être le truc où je suis un peu déçu, mais je le serai toujours, et je l'ai toujours été avec Harrison Barnes, c'est que c'est un bon défenseur sur l'homme, qui a cette valeur aussi de pouvoir un peu monter en poste, parce qu'il est assez solide en termes de défense de post-up, par exemple, face à certains match-ups, donc tu peux le mettre poste 4. Pareil pour le rebond, c'est un plutôt bon rebondeur pour son poste, parce qu'il a des bras immenses, et donc voilà, il apporte aussi une certaine flexibilité de line-up de par ça. Par contre, c'est vrai qu'on est quand même très loin d'un mec qui... c'est pas un playmaker défensif, c'est pas un mec qui va avoir une énorme activité off-ball sur la protection de panier. Il n'y a pas du tout un dépassement de fonction de ce point de vue-là. Et en fait, on est juste sur un mec qui est bon off-ball et assez neutre finalement off-ball, alors que tu pourrais te dire, ça serait cool à côté d'un Sabonis qu'on ait un mec, tu vois, un Paul George, un Covington, un mec qui soit un vrai protecteur de panier, ou on n'a pas ça, quoi. On a le Harrison Barnes de d'habitude, c'est-à-dire, je défends bien on-ball, je suis assez solide et j'apporte au rebond. Mais c'est pas moi qui vais être un peu le dépositaire de la défense, avec protection au deuxième rideau, l'activité off-ball, le playmaking défensif, les interceptions. Ça, y a pas trop, quoi. Mais tu vois, c'est vrai que même en défense, c'est solide, mais sans plus, quoi. Oui. C'est un peu l'idée de partout, quoi. C'est ça. En tout cas, là, maintenant, à ce stade de sa carrière, oui. Et ce sera intéressant de voir dans quelle mesure il va pouvoir continuer d'apporter ça à San Antonio, d'ailleurs, parce que je sais pas s'il va juste être là pour aider les jeunes à progresser, ou s'ils vont lui confier un vrai rôle, s'il s'avère que les Spurs, sont proches du play-in, ou il y a du boulot, hein, plus d'une vingtaine de victoires de plus que l'année dernière à gagner, mais c'est tout à fait un joueur qui, en tout cas, ça me semble être plus raccord avec ce qu'il est aujourd'hui, comme objectif pour lui en termes de statut et de ce qu'il peut apporter sur le terrain. Et donc, classement, où est-ce qu'on se projette? Je suppose un peu la fin du classement. Je vois qu'on a pas mal de 3&D. Où est-ce qu'on le met là-dedans, alors? Ouais. Alors, regardons un peu, mais pareil, instinctivement, je l'avais mis plutôt vers le bas, ouais. Alors dans le bas, qu'est-ce qu'on a du... il y a mon Tyus Jones que j'aime d'amour. Ouais, bon, est-ce que c'est... Josh Hart, DeAndre Hunter, ouais, en 2024, je le mets... Est-ce que je le mets devant DeAndre Ayton? Oui, en tout cas, c'est vers le bas. Enfin, là, pour moi, c'est vers le bas là, on est sur 60. Ah ouais, t'es tout en bas, hein, parce que Ayton, il est avant-dernier, donc... Ouais, je regarde les joueurs au-dessus. Si je veux m'aventurer vers la place de 50, je vois Paolo Banchero. Je me vois pas mettre Harrison Barnes devant Paolo Banchero. Non, quoi. Même, c'est sûr. Même Cunningham, Clay... Lou Dort, c'est pareil. Bref, les joueurs à l'impact. J'aime aussi, moi, les joueurs à fort impact défensif. C'est Lou Dort, je le mettrais haut aussi. J'adore. Josh Hart. Pour moi, c'est alors peut-être derrière Josh Hart. Ouais. Pour moi, c'est entre 55 et 61, quoi, du coup. Oui, je suis d'accord. Tu vois. Je suis d'accord parce que tu vois, on a un groupe de 3&D là qui est Lou Dort, Naismith et Hart. Je trouve qu'ils sont un peu plus. Je vais pas dire transcendants, mais ils apportent un peu plus de valeur dans le domaine où ils sont bons. Genre, Lou Dort, il est pas juste bon en défense, il est quand même assez génial, et c'est un peu la clé de voûte de certains match-ups, donc contre Doncic par exemple, donc c'est pas mal. Naismith, peut-être un peu moins génial en défense, mais il y a le 3 points et le dynamisme en transition, donc c'est pas mal. Josh Hart, il y a pas le shoot, mais on est quand même sur un mec qui fait tellement de choses. Et lui, pour le coup, tu en parlais de Barnes, c'est le neutre en défense off-ball. Hart, c'est l'inverse. Hart, c'est le mec qui fait tout. Donc ouais, je pense qu'on est par là, parce que les autres sont un peu plus géniaux, entre guillemets géniaux dans leur rôle. Je trouve que Barnes, qui est un peu plus neutre. En défense bien sûr. Ouais. Même par rapport à Hunter, je pense qu'on va le coller à Hunter après, dessous. Ça n'a pas trop grande différence, je pense, mais je sais pas. Hunter, comment tu vois un peu le duel par rapport à ces deux-là? Est-ce que tu as un avis ou pas? Si, c'est pas simple. Je me suis pas réveillé ce matin en me disant, tiens, qui je mettrais entre DeAndre Hunter et Harrison Barnes? Mais c'est une question intéressante. Je marche pas mal en termes de dynamique. Là, comme ça, allez, je donnerais peut-être le bénéfice à Harrison Barnes entre les deux. Ça me va.
Ok, bah mettons-le là. Mettons-le entre Josh Hart et DeAndre Hunter. On est autour de la 55e place, alors un truc comme ça. Oui, Donc, je pense quand on va éliminer les derniers du classement, là, si on enlève les derniers qui sont pas top et qu'on les remplace par des mecs qui étaient pas dans la pré-liste, c'est peut-être un des derniers qui va passer le cut, je pense, Barnes. Du coup, si on rajoute certains mecs un peu au-dessus. Très possible. Ouais. C'est bon, on verra ça. Et donc on passe au petit quiz pour finir. Nous sommes le 7 mars 2024 et c'est une action marquante. Tout le monde s'en souvient? Non, pas du tout. C'est un dunk contre les Spurs, un double clutch comme ils disent. Donc il saute en l'air, il y a un mec qui passe pour contester, il passe dessous et puis ensuite il remonte avec le bras. Double clutch. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Oui. Qui est sur le terrain au moment de ce double clutch contre les Spurs? Waouh, qui est sur le terrain? Bon, allez, De'Aaron Fox. Oui, tout à fait. Ça semble. J'essaie de pas prendre trop de risques au début, pour pas. J'imagine que Sabonis aussi. Oui. Et qu'il peut y avoir d'autres à ce moment-là. Keegan Murray. Oui. Et donc on a dit Barnes et est-ce que Kevin Huerter Exactement. Pas. Exactement. Si, Kevin Huerter. Si, bon, très tout bien. à fait. Et côté Spurs, on va s'amuser. C'est là que ça commence. Oh là 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 là. Ok, donc si tu me dis ça, c'est qu'il n'y a pas Wembanyama, évidemment. Effectivement, il n'y a pas Wemby. Pas Wemby. Donc il y a peut-être quand même Sohan. Exactement. Jérémy Sohan est là. Si je te dis Champagne, Sohan. est-ce que ça te parle? Champagne. Oui, ouais, du coup, là, ça va. L'indice était plus simple. Donc c'est je sais jamais, c'est Justin ou est-ce qu'ils sont plusieurs les Champagny, mais. Ah mais non, je me suis planté. C'est pas Champagne que j'aurais dû dire. C'est Reims l'indice. C'est pas Champagne. Champagne, j'ai dit ton nom. Je me suis planté. Non, l'indice c'était Reims. Mais oui, bravo, c'est Champagne. Voilà, bravo. Bon bah bravo pour moi. Un joli bug. Qui devait y avoir à ce moment-là, je sais pas. Vassell était là, certainement. Exactement, Vassell est là. Vassell est là et peut-être Trey Jones. Exactement, Trey Jones. Et puis le dernier, il a été backup de Wemby pendant pas mal de temps. Et backup de Wemby, qu'ils avaient dans les intérieurs. Quelqu'un qui a un prénom, comment on dit? Prénom mixte? Non, on dit pas comme ça. Un prénom homme et femme en français. Ah ouais. Ah bah oui, si du coup je pensais à lui, mais j'étais pas sûr, tu vois. C'est Dominique Barlow alors. Exactement, Dominique Barlow. Ouais. Que moi j'aime bien en plus, vraiment pas mal. Oui, c'est un bon joueur. Bon, c'est pas Wemby, mais en même temps, personne n'est Wemby. mais effectivement, voilà qui est sur le terrain. Merci pour le petit bug d'indice où j'ai carrément donné un nom. C'est bravo. Je me suis dit, ouais, il a pas fait, il a pas allé creuser aussi loin que d'autres fois. Ouais, Champagne pour Champagny, c'est pas top, hein. On va pas se mentir. Bah tiens, passons à Jaime Jaquez, si tu veux bien, Jaime Jaquez Junior, le nouveau JJJ apparemment. 28 minutes par match pour JJJ, le deuxième, 75 matchs, 99 de true shooting plus, donc moins 1% relatif à la moyenne d'efficacité. Grosso modo, il est au niveau moyen d'efficacité, voilà, sur un usage de quasiment 20% de volume de responsabilité, donc c'est pas mal, mais c'est pas génial non plus, évidemment. Mais pour te lancer, on est vraiment sur une excellente surprise de cette année à Miami. Absolument, c'est ce que je te disais un peu en préambule, c'est que alors au-delà des statistiques qui sont pas toutes flatteuses, hein, tu l'as dit, bon, faut quand même prendre en compte que c'est un rookie, même si c'est un rookie expérimenté. Sur l'impression visuelle, sur tout ce qu'il a amené dans le jeu, dans une équipe qui était pas ultra fonctionnelle toute la saison, je pense que pour un joueur drafté 18e ou dans cette zone-là récemment, j'ai pas vu beaucoup de mecs qui m'ont fait une meilleure impression en termes de maturité dans le jeu, d'énergie, d'intensité, tout ce que j'aime bien et qui ne se comptabilise pas forcément sur le plan statistique. Je sais pas s'il a vocation à être un titulaire dans une équipe ambitieuse, hein. Je sais pas encore. Par contre, il a vraiment un profil d'energizer des deux côtés du terrain, dans l'effort, là aussi au niveau offensif. C'est vraiment un mec qui m'a plu et dont j'avais pas forcément deviné la capacité à avoir ce niveau-là par rapport à ce qu'il montrait à la fac. Il était bon à la fac, hein, c'était pas un mauvais joueur du tout, mais il a fait pas mal de saisons. Je le voyais pas être aussi impactant en tout cas. Ouais. Ça m'a surpris et je suis assez curieux de voir ce qu'il va donner par la suite parce que est-ce que c'est simplement un peu l'effet de surprise, le contexte Miami qui colle bien avec sa personnalité et son style de jeu. Moi, je me rappelle à sa draft
Pat Riley qui lui téléphone en disant on te voulait vraiment, on t'a ciblé. Je me suis demandé si c'était simplement ce que faisaient tous les GM avec les joueurs qui draftaient, ou si avec quelque chose de l'ordre du scouting vraiment préparé de longue date. Et j'ai l'impression qu'il est quand même bien dans le moule à Miami. Donc je sais pas ce que ça donnerait ailleurs, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait sur sa saison rookie, et je pense qu'il va être à nouveau très très important pour le Heat là cette saison et peut-être même à l'avenir. Bah, je pense que ce qui est hyper intéressant avec lui, c'est que tu vois, on le connaissait au niveau de la draft, mais en fait, il s'est imposé non pas en améliorant un peu ses faiblesses, mais juste en ses forces qui sont beaucoup mieux transposées que ce qu'on aurait pu penser en fait. Parce que tu vois, à l'époque on disait, c'est pas moi j'ai pas scouté, mais les mecs ils disaient il y a des limites de shoot, mine de rien, de shoot et de défense, donc à quel point ça peut passer, parce que bon ça sera pas un créateur star en NBA, donc si t'as pas le shoot pour complémenter un autre créateur, et si t'as pas trop la défense, ça peut être un peu compliqué. Il se trouve que cette année à Miami, effectivement, on est encore à 32,5, 33% à 3 points. C'est pas, voilà, le shoot n'est pas trop là, quoi. Et le volume non plus. C'est pas comme s'il prenait beaucoup de 3 points mais qu'il les mettait pas. Mais voilà, le shoot ne s'est pas transposé. Mais par contre, là où, ce que les mecs de la draft n'avaient pas forcément autant prévu, c'est que ses forces se transposent beaucoup plus et beaucoup mieux que ce qui était prévu. Donc, c'est-à-dire, pas juste un créateur sympa pour le niveau NCAA, mais finalement un créateur sympa pour le niveau NBA, en fait. Donc ça, c'est quand même ce qui a fait que sa saison a été intéressante. Et je pense que, je sais pas toi ce que t'en penses, mais pour moi, le maître mot de son profil, c'est polyvalence, parce que il y a pas un truc qui fait de génial, mais en fait, il touche à tout. Ça c'est clair et net, il y a une vraie polyvalence. Il y a des choses, parmi les choses qui m'ont surprise aussi, j'avais pas vu, je l'imaginais pas avec un aussi bon footwork au niveau NBA. Ouais. Je l'imaginais pas avec il a quand même une variété de feintes quand il attaque après quand il attaque le cercle, il a enrhumé un paquet de mecs quand même cette année, ça m'a beaucoup surpris. Une forme de sang-froid à la fois il a une espèce de feu intérieur d'énergie comme ça, mais je le trouve assez froid quand même dans les prises de décision, ça va avec la maturité finalement. Sa panoplie est vraiment intéressante, c'est un joueur je trouve complet, qui a vraiment montré des très bonnes choses. Donc ouais, il va être, ça peut être un couteau suisse un peu parfait pour une équipe, que ce soit Miami ou une autre. J'imagine Miami quand même dans un premier temps, mais une belle variété, une belle palette qui pose question sur quel type de joueur ça peut être sur le plan individuel, dans l'optique de ce classement aussi pour tout à l'heure. Ouais. Bah c'est ça, c'est vrai que je pense pas que le potentiel devienne d'un coup génial, quoi. Tu vois, ça m'étonnerait qu'on ait affaire à un All-NBA ou quoi que ce soit. Là-dessus, les limites de la draft, voilà, c'était pas que des défauts, il a aussi certaines limites, je trouve, parfois, de l'explosivité, ça va pas venir, quoi. Il l'a pas trop. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point est-ce qu'il va pouvoir compenser, parce que pour l'instant, il le fait pas à un niveau All-Star, mais il le fait pas mal, quoi. De compenser, comme tu dis, par le footwork de très grande qualité, en plus c'est marrant parce qu'il tombe à Miami où il y a un peu Butler qui joue comme ça, quoi. C'est-à-dire que Butler, c'est la superstar qui est pas explosive, mais qui a un footwork démentiel, qui joue à un rythme lent, avec à la fin des stop and go, des double step ou des trucs un peu, c'est tout en très crafty comme ils disent. Et c'est vrai que là-dessus, je pense pas qu'il y ait un potentiel gigantesque, mais par contre, c'est vrai qu'on a déjà en l'état, je trouve un niveau de création et de polyvalence qui fait que, à mon sens, c'était un niveau top 100 en fait, assez clairement, parce que de suite on est arrivé et on a un mec qui a un volume, pas de star, mais un bon petit volume pour le coup, alors que les rookies c'est pas dit tout le temps, mais lui, après voilà, il est aussi plus vieux, donc il a aussi peut-être un peu plus de compétences en termes d'expérience, etc. Mais d'un coup il arrive et c'est le mec qui touche à tout, quoi. C'est le mec qui il a des paniers assistés parfois, mais pas tant que ça non plus, tu vois. On n'est pas à 70-80% comme Mark Cannon ou comme Barnes dont on a parlé. C'est le mec qui est plutôt équilibré, qui peut faire un peu de drive avec son rythme un peu lent, qui peut faire un peu de post-up aussi. C'est une arme pas mal utilisée, ce post-up de Jaquez, qui a du passing aussi, t'en as parlé. Là encore, le ratio de playmaking, les passes qu'il fait relatif à son nombre de ballons, c'est équilibré, qu'on a affaire à un mec qui est plutôt bien distribué entre passing et scoring. Donc franchement, on a un truc pas mal, et je pense que, encore une fois, c'est intéressant de voir qu'il s'est pas fait son trou en améliorant ses faiblesses, mais plutôt avec des forces qui sont mieux transposées que ce qu'on aurait pu croire, quoi. Donc tout ça est intéressant. On a en plus un niveau d'efficacité qui, contrairement à la majorité des rookies et des porteurs de balles très jeunes, n'est pas inefficace, il est juste au niveau de la moyenne, quoi. Alors que tu sais, d'habitude, parfois il y en a qui font des -5, -6, -10% d'efficacité relative à la moyenne. Lui non, lui il est au niveau de la moyenne, donc ça c'est bien, c'est pas génial, mais c'est un rendement qui est, je trouve, satisfaisant quand tu mets tout ça en compte, quoi. Le côté tactique, l'atout tactique du post-up, du drive, un peu de cut, un peu off-ball, plus le passing, plus
En plus, il arrive à Miami où Butler, comment dire, Butler, c'est la superstar qui aime pas créer, quoi. Laissez-moi tranquille, je veux pas beaucoup demander en saison régulière. Donc, ça a peut-être aussi aidé le fait que, Butler était pas trop présent. Donc, lui a pu prendre un peu de volume. Et je pense que c'était, sincèrement, un des 3-4 meilleurs créateurs de Miami cette année et un créateur de plutôt bon niveau, quoi. Donc, je pense que le niveau est là. Après, voilà, les faiblesses de 3 points, ok, les faiblesses de défense. Enfin, je sais pas ce qu'on pense, toi, d'ailleurs, de sa défense, je peux te lancer. Sa défense sur le plan de, il a une défense très énergique, très intense, ce que j'aime bien et que je respecte beaucoup parce que je pense que ça a de l'importance et de la valeur en NBA quand même. Le niveau d'effort te détermine aussi quand même pas mal de choses, même si tu peux pas compenser la taille, compenser parfois des déficits physiques et tout ça. Mais lui, en fait, comme pour l'attaque, tu sais, j'ai l'impression qu'il a il a un profil de sixième homme parfait un peu, et pour moi, ça se traduit aussi bien en attaque qu'en défense, parce que il est capable de, un peu sur des missions, sur des mecs, un peu juste pour réveiller un peu un collectif dormant, et là-dessus, il est irréprochable, et j'en ai pas vu beaucoup qui avaient ce niveau-là. J'inclus l'attaque et la défense. Enfin, après pour la défense, il évolue à Miami où c'est quand même c'est globalement un maître mot. Faut avoir quand même des compétences à minima correctes dans ce secteur-là pour avoir le droit de s'exprimer. Mais moi, je le trouve vraiment intéressant là-dessus sur la notion d'effort, de combativité qui font pas tout. Hein, elle t'amène pas. Il y a des statistiques plus poussées qui montrent qu'un mec est meilleur en défense que ça. Mais là, je valorise vachement ce qu'il apporte de ce côté-là, en tout cas. Ouais, et puis je trouve que c'est une bonne marque de sa valeur et de sa compétence, le fait qu'il joue autant, comme tu dis, dans une équipe qui est aussi bâtie pour la défense, avec un coach qui aime bien la défense. Ah ouais. Le fait qu'il joue déjà, c'est un bon indicateur que, en fait, il est viable, en fait. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et surtout, on a un aspect où on-ball, donc face au ballon, ça peut se faire dépasser. C'est effectivement, on retrouve un peu le côté lenteur d'appui qu'on a pu voir à la draft et qui le faisait un peu baisser dans les mock drafts. Ok, mais de l'autre côté, on a aussi, je trouve, une bonne intelligence de jeu, même plutôt très bonne intelligence de jeu, ce qui fait que c'est pour ça qu'il joue en fait. C'est parce qu'il est pas du tout perdu dans les schémas. Donc tout ce qui est justement défense off-ball. C'est pas non plus un playmaker parce que il a des bras un peu petits, c'est pas le mec qui va jaillir sur les lignes de passe avec ses bras longs, son explosivité, mais c'est le mec qui en fait est assez bien placé tout le temps, qui comprend les mécanismes d'une défense collective, qui voilà, tu vois, le pourcentage d'interception 1,6, c'est plutôt pas mal et c'est un indicateur toujours intéressant du QI basket. Et voilà, dans la défense de Miami avec beaucoup de stunts, la gap defense, des schémas dynamiques et assez exigeants finalement en termes de compréhension de jeu et de exécution. Je l'ai jamais trouvé perdu, je l'ai même trouvé plutôt pas mal. Donc, ce qu'il n'a pas en fait en côté sexy, flashy, de défense on-ball, de vitesse latérale, etc. En fait, il l'a aussi il est largement viable de par cette défense off-ball où il est jamais perdu. Donc, je trouve qu'au final, tu vois, on a un créateur polyvalent qui crée du scoring, qui crée du passing, qui est aussi pas mal au niveau des cuts. On l'a pas trop dit, mais intelligence de jeu en attaque aussi au niveau des cuts, qui défensivement tient la route. Je trouve qu'au final, ça fait un package assez viable, quoi. Ouais, et puis on a vraiment l'impression qu'il a toujours été là, il s'est fait sa place sans avoir à forcer. Je trouve ça vraiment impressionnant. Et je sais pas ce que ça va donner. C'est toujours compliqué d'imaginer l'évolution. Est-ce qu'il sera toujours sur ce niveau-là d'apport, de performance, ou est-ce qu'il peut encore tu disais que tu le voyais pas avoir un potentiel de All-NBA. Évidemment, je partage ton avis. Hein. Par contre, ça peut être un des meilleurs Energizer remplaçant de toute la NBA à mon avis, hein, s'il continue sur cette voie-là. Je pense qu'il sera dans cette fibre de joueur. En tout cas, je le vois bien comme ça. Et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant que tu le mettes dans la liste dans un top 100, parce que en tout cas qu'il soit éligible à un top 100, parce que c'est peut-être pas un nom qui viendrait directement pour la plupart des gens, mais moi, par rapport à ce que j'ai vu à Miami cette année, je suis assez d'accord. Je valorise vachement tout ce qu'il apporte et ce qu'il va encore apporter, à mon avis, sur la saison qui arrive là. Eh bien, faisons la transition vers le classement. Où est-ce qu'on le projette alors ? Hey, par rapport à un Harrison Barnes, vu que je t'ai dit en introduction que je le mettais plutôt devant, c'est là que c'est compliqué. Non, tu peux le mettre devant, il y a pas de problème. Ouais. On va pas le mettre trop devant non plus quand même, parce que non, si il va pas être 30e. Voilà. Je sais pas. Je serais tenté de le mettre peut-être un cran devant encore, ou
quelques places devant Barnes au final, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Mais pas non plus devant des mecs que j'estime trop comme Lou Dort par exemple. Tu vois, Lou Dort apporte beaucoup trop à mon sens pour être derrière Jaime Jaquez dans un top 100 par exemple. Bah, c'est vrai que pour l'instant dans le top 60, on a un groupe là entre 40 et 45 grosso modo de ce qu'on appelle les créateurs secondaires, on peut dire. Mais tu vois, pour moi, il est pas là-dedans. Je trouve qu'il a quand même moins d'impact encore, et moins de volume et moins de création, et moins d'impact que tout ce qui est Van Vliet, McCollum, Bogdan Bogdanovic. Je pense qu'il est quand même un cran en dessous de ceux-là. Pour moi, ouais, j'avais un peu un point de repère, un Klay Thompson ou qui est par là, qui est pile à l'endroit où tu discutais, tu vois, Klay Thompson, qui est pas du tout le même style, hein, c'est pas le même métier, mais qui pareil en termes d'efficacité, c'est pas top, c'est un peu au niveau de la moyenne. Défensivement, c'est pas top non plus. Je pense qu'on peut être autour de cette zone-là, et donc on est juste au-dessus de Lou Dort. Mais toi, t'avais l'air de dire que tu aurais voulu peut-être casser le groupe de 3&D là pour mettre Lou Dort au-dessus, hein, c'est ça? Ah oui, ouais. Ça peut s'envisager. C'est l'affect encore, c'est dur. Hein. Oui, comme ça, j'aurais cassé pour regarder Lou Dort au-dessus. Je me vois pas mettre Jaquez devant Dort en fait. On peut faire ça. On peut faire ça. Je pense, n'hésite pas. Non, moi ça me va. De toute façon, on réfléchit en termes de chapeau. Hein. On n'est pas à la place près de toute façon. Mais effectivement, tu vois, le mettre pas trop loin de tout ce qui est Klay Thompson, Banchero, Cunningham, qui ont beaucoup plus de volume, mais avec une inefficacité beaucoup plus grande aussi. Donc finalement, ça ramène un peu la valeur. Ça compense un peu, on va dire. Donc pas trop loin de ce genre de créateur, ça me va. Mais pas non plus dans la zone créateur. Hero, Murray, Van Vliet, ça me va aussi. Donc, ok, mettons-le là. Effectivement, on peut un peu séparer les 3&D. Donc, entre Lou Dort et Nesmith, alors, un truc comme ça, si ça te va. Eh bien, très bien, faisons ça. Et donc, passons au petit quiz pour terminer ce profil. Nous sommes le 25 décembre 2023. Et oui, c'est le Christmas Game de Miami. Je ne sais pas si tu te souviens contre qui est-ce qu'il jouait. Mais pas du tout. Jaquez a fait un record à l'époque de 31 points, son record en carrière, en jeune carrière. Je vais te demander qui est sur le terrain au moment du dernier panier de cette soirée record à 31 points. Qui est sur le terrain au moment de ce dernier panier? C'était contre qui le match? Ça n'a pas aucun. C'était contre les Sixers. Contre les Sixers. Alors, qui était là avec Jaquez? Bon. Est-ce que c'est un moment où Jimmy Butler jouait déjà? C'est ça la question. Il était pas là. Il était pas là, hein, ouais. Il était pas là. Donc quand Butler n'est pas là, il doit y avoir Tyler Hero. Hero, oui, tout à fait. Ouais, Bam Adebayo. Oui. Kyle Lowry peut-être. Oui, exactement. Kyle Lowry est encore là. Le 25 décembre, il est là. Ouais. Et donc il m'en manque un dans le 5. Et le dernier, alors il est un peu compliqué, mais si je te dis les frères, jeu de mots. Si je te dis Abel. Abel et Cain, donc Jamal Cain. Exactement, magnifique. Oh là là. Il en faut de la culture pour avoir cet indice. Hein. C'est ça. Tout à fait, c'est Jamal Cain. Et de l'autre côté, alors, les côtés Sixers, puisque c'était un magnifique match de Noël où il n'y avait pas Butler, il n'y avait pas non plus. Et pas Joel Embiid, évidemment. C'est le match de Noël que tout le monde a zappé. Ah la vache, ouais. Et donc quand Embiid n'était pas là, ils avaient tenté des trucs, ils avaient mis du... Bon, donc il devait y avoir Tyrese Maxey quand même. Oui. Tobias Harris. Tout à fait. Harris. Kelly Oubre. Exactement, Kelly Oubre. En pivot, si je te dis Para Bailar. Mo Bamba, bien vu. Exactement, Para Bailar la Bamba, exactement, tout à fait. Et puis le dernier, c'est un arrière défensif qui est parti aux Warriors d'ailleurs. D'Anthony Melton. Donc. Exactement, allez, un petit indice basket de temps en temps, ça fait du bien. C'est bien, c'est ça, histoire de rappeler que... Ça vient équilibrer avec la folie, mais tout à fait. Donc voilà qui est sur le terrain au moment de ce dernier panier de Jaquez. Et donc on peut avancer, 4e joueur du jour, on peut aller, qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? Bah tiens, Paul George, faisons Paul George, le gros dossier Paul George, 34 minutes de jeu pour Paul George en 2024, 74 matchs, 106 de true shooting plus, donc plus 6% d'efficacité relative à la moyenne, c'est très bien sur un volume de 27% d'usage, donc plutôt un gros volume. Bon, pour te lancer, on a quand même vraiment affaire à un joueur assez polarisant, j'ai l'impression. En tout cas, oui, lui aussi à ce stade de sa carrière, c'est polarisant, on n'est plus sur le Paul George... quand il était à son pic, à savoir une première option plus que légitime, une des stars de la ligue, fréquemment dans le top 10 des meilleurs joueurs, enfin c'était assez indiscutable quand Paul George était à son prime. Là,
Alors là, il sort quand même d'une blessure, d'une saison, pardon, sans vraie blessure. Je crois qu'il joue 70 matchs. C'était la première fois depuis 4-5 ans même, je crois. Hein. Ça commence à remonter. La dernière fois où il avait autant joué. Ça reste un mec quand même ultra fort, ultra précieux quand même à mon sens quand il joue. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a beaucoup de mecs qui sont aussi forts au niveau two-way, voilà, l'alternance attaque-défense, il est quand même, ça reste un joueur très 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 sérieux. Mais est-ce que comment est-ce qu'on le classe? Est-ce que c'est encore un joueur vraiment vraiment majeur de la ligue dans les tout meilleurs? C'est là que c'est plus compliqué. Il me semble être aujourd'hui à une place intermédiaire, surtout dans le contexte dans lequel il arrive là, où il sera avec Embiid et Maxey, ce qui est plutôt très bien pour lui, je pense, au niveau des responsabilités. Il aura peut-être moins de charge que ce qu'il avait chez les Clippers avec et sans Kawhi. C'est un joueur, c'est totalement, ça n'a aucun intérêt ce que je vais dire, mais ça reste un des joueurs les plus beaux à avoir joué esthétiquement, je trouve, en NBA. Ça n'apporte rien au débat, hein, tu me diras. Mais ouais, voilà, quand j'y réfléchis, je me suis dit qu'il était vraiment entre deux situations et que ça rendait là aussi la chose compliquée. Moi, je pense qu'il a encore de quoi avoir des prétentions pour être l'un des tout meilleurs, mais peut-être plus dans les superstars de la ligue, voilà. Donc on verra tout à l'heure pour le classement, je te dirai où je l'ai envisagé dans un premier temps et voir si c'est très éloigné de ce à quoi toi tu penses, mais ça reste un joueur incontournable et ultra polyvalent comme très peu dans cette ligue, hein, mine de rien. Bah ouais, et puis je pense que l'histoire de la saison pour lui, c'est aussi un peu une recontextualisation par rapport à un nouveau rôle, mais non pas parce que lui a été moins bon, mais parce que James Harden est arrivé. Et d'ailleurs, oui. Ça a aussi affecté Kawhi Leonard, hein, qui est devenu un peu moins passeur que ce qu'il était devenu depuis quelques années. Mais Harden arrive, forcément qu'il y a un peu plus cette mainmise sur le jeu de par le pick and roll un peu classique. James Harden, voilà, le système, le fameux James Harden, c'est le système. Et ouais, c'est vrai que en fait, il y a deux façons de voir les choses. C'est soit le fait qu'il soit plus efficace, mais dans un rôle un peu plus mineur. Est-ce que c'est mieux ça? Ou alors quand il était plus créateur, plus de ballons, mais peut-être un peu moins efficace. Un peu toute la différence, parce que tu vois, le bond d'efficacité, il est quand même assez notable. Hein. Comparé à l'an dernier, où il était à peine à plus 1% relatif à la moyenne. Là, il a plus 6. C'est quand même assez... Enfin, c'est pas mal du tout. Pour le coup, en termes d'efficacité, sur un tel volume, qui est encore d'ailleurs... Tu vois, encore 27%. Donc on n'est pas, ça n'a pas non plus chuté au niveau des 15-20%. C'est pas devenu un role player, quoi. Il y a quand même un plutôt bon volume. Mais par contre, c'est vrai que la nature de ses tirs et de son rôle a un peu changé. Parce que il est quand même un peu plus en finition, peut-être on peut dire. Tu vois, notamment le pourcentage de paniers assistés, c'est passé de 42 à 57. 42% de paniers assistés à peine l'an passé, donc ça veut dire qu'une majorité était créée par lui-même, 42 à peine à 57, donc on bascule quand même beaucoup d'un côté à l'autre. C'est pas non plus, voilà, on a dit Marc Caney, il était à 80%, donc c'est pas non plus ça, mais je veux dire, il y a quand même une évolution. On n'a plus totalement le joueur peut-être méga superstar. Il y a un peu plus de côté, t'es assisté parce que tu joues off-ball à côté de Kawhi et James Harden. Après, de l'autre côté, il fait aussi partie de cette équipe des Clippers dont les schémas offensifs fonctionnent aussi sur le fait d'aller cibler, aller chercher le mismatch et l'attaquer en isolation. Et encore cette année, il fait une plutôt très bonne année en isolation. Enfin, les trois d'ailleurs. Les trois sont dans le top 5, je crois. Lui, c'est peut-être le moins bien classé des trois, mais voilà, on est quand même sur un mec qui fait de l'isolation. C'est juste qu'il a aussi pas mal de fois où il est utilisé off-ball en catch and shoot, mais parce c'est aussi un excellent shooter. Hein, un excellent shooter à 3 points, 42% encore cette année. C'est un de ses meilleurs scores en carrière. Il y a un peu de volume plus que d'habitude. Il y a de l'efficacité. Donc, c'est vrai que tu vois, quand tu parlais de polyvalence, je pense qu'on est totalement là-dedans parce que c'est un mec qui est un peu plus légèrement moins star qu'avant, mais tout de même très fort avec un haut volume et avec toujours un peu cette même patte un peu de star, même si pas superstar, tout de même un peu star, je trouve. Ouais, je trouve encore vraiment très très fort. Je trouve que son arrivée à Philadelphie, il va arriver dans un rôle parfait, même avec le niveau qui est encore le sien aujourd'hui. J'ai longtemps eu dans l'idée que c'était un numéro 1 bis, le meilleur numéro 1 bis de la ligue, le meilleur numéro 2, enfin peu importe ce qu'on veut comme on veut définir la chose. Quand il arrivait aux Clippers, c'était invraisemblable. L'idée le fantasme du duo avec Kawhi était assez incroyable en termes de polyvalence, de ce qu'ils étaient capables de faire. Je suis d'accord avec toi, c'est encore l'un des joueurs les plus complets de la ligue, même alors qu'il arrive dans les années où normalement on décline assez fort. Ça reste un joueur efficace, un joueur toujours inspiré défensivement, toujours jamais vraiment pris à défaut. Je trouve que c'est un fantastique joueur de basket. Je le dis pour d'autres joueurs, hein, mais
c'est plus voilà c'est en termes de statut, il est plus difficile à évaluer, et vu qu'il va pas dans une équipe où on va se demander si c'est le numéro 1 ou pas, bah la question ne se posera pas, donc je pense que ça se retranscrira forcément un peu sur le classement en définitive, parce que quand on l'imagine comme une individualité, une entité toute seule, c'est plus une des superstars de la ligue, tu vois. Je pense pas qu'une équipe confierait son projet à Paul George si le projet c'est d'être contender, par exemple. Ça doit guider un peu, je pense, la réflexion aussi. Oui, non, mais totalement. Il aurait été plus facile à juger s'il avait gardé son rôle un peu de star créateur. On aurait pu le comparer à d'autres peut-être plus facilement, quoi. Donc, il y a un peu cet aspect-là. Après, c'est vrai que autant je trouve qu'il y a un peu je dirais pas déclassement, mais il est un peu peut-être moins comme avant en termes d'attaque, et donc peut-être un moins de valeur. On verra comment est-ce qu'on juge tout ça. Mais c'est vrai que la défense, pour moi, est encore assez fantastique, ouais. Et c'est vraiment l'atout que je trouve qu'il a sur pas mal de gens. C'est que, bon, tu me diras, c'est peut-être plus une superstar, comme tu dis. Mais pour des standards de star offensive, il n'y en a pas beaucoup des mecs qui sont capables de défendre comme ça. Et pour le coup, lui, il est quand même, je trouve, assez extraordinaire là-dessus. Encore sur cet aspect de la défense on-ball, évidemment très polyvalente avec sa mobilité, ses longs bras, etc. Donc il a un spectre de position qui peut défendre qui est quand même extrêmement élevé. Mais surtout, en fait, là où il est génial, je trouve, c'est tout ce qui est défense off-ball, en fait. Et je le répète assez souvent, mais pour moi, c'est encore aujourd'hui un des 2, 3, peut-être même le meilleur encore ailier en termes de défense off-ball, de protection de panier. C'est assez dingue. Et tu vois, pour une équipe qui, ok, il y avait Zubac, mais quand il n'y avait pas Zubac, ça basculait en switch all. Ça tenait aussi parce que tu as un Paul George qui est capable d'apporter cette protection de panier en termes de défense off-ball. Et là encore, hein, tu vois, des scores d'élite, pourcentage d'interception, 2%. La barre un peu symbolique des 2%. Voilà, je trouve que défensivement, bon, il y a Tatum aussi qui est pas mal, mais pas dans le même style de défense totalement en termes de défense, mais je pense que Tatum, Paul George, ce genre de stars, c'est peut-être encore Giannis aussi, mais Giannis c'est un intérieur, mais tu vois, ils sont pas beaucoup parmi les stars offensives à être à ce point impactants, je trouve, en défense. Donc ça, pour moi, ça va aussi lui faire un peu gagner des points, même si il avait déjà ça avant. Mais je veux dire, certes, il y a un peu un déclassement offensif léger, mais par contre, la défense est toujours, je trouve, d'un niveau d'élite encore cette année en 2024. C'est une denrée rare, de toute façon, ce profil de joueur. Je me projette, hein, désolé, mais tu vois, c'est le genre de joueur. Je me demande quelle place il aura dans les discussions futures de comment on se rappellera de lui. Tu vois, il fait vraiment partie de ces joueurs-là, parce que bon, Kawhi, c'est un peu une énigme, c'est un peu mystique, mais on sait qu'il a marqué les esprits avec des titres individuels, collectifs, tout ça. Paul George, c'est très compliqué de se dire qu'est-ce qui va rester de lui après. Et pour moi, c'est un joueur parmi les plus polyvalents que j'ai vu sur les dernières années. C'est ce que tu disais, hein, c'est parmi les joueurs qui ont ce statut et ce potentiel de star offensive. Il y en a très peu qui sont même encore capables de défendre comme ça aujourd'hui, après avoir eu des pépins de santé, des types des contextes assez différents aussi entre Indiana, OKC, les Clippers, et là maintenant ce qui va retrouver à Philadelphie. Mais je pense que la pondération va nous amener à quelque chose d'intéressant pour le classement. Et donc, vu qu'on y est, faisons la transition vers le classement. Où est-ce qu'on l'imagine dans tout ce bazar, alors, au final? Tu vois, avant que tu me donnes le classement, avant que tu me montres la liste, la pré-liste établie, je l'aurais mis entre la 14 et la 20, je pense, au sens large. Et en regardant là, je suis à peu près dans le même ordre d'idées, je pense, hein. Ouais. Je suis d'accord. Je peux rappeler qui est-ce qu'il y a dans cette zone pour les auditeurs qui n'ont pas le classement sous les yeux. On a Gobert qui est 13, notamment, Irving 14, Zion 15, Sabonis 16, Jalen Williams qui est 17, James Harden 18, son coéquipier, et après DeRozan 19 et Towns 20. Tu vois, moi, personnellement, j'avais un peu le point de repère facile à pas dépasser en descendant, je veux dire, c'est Jalen Williams, qui est, je trouve, un peu la même chose que Paul George, mais en plus jeune et peut-être pas encore autant de volume, etc. Mais c'est la même chose, mais en plus jeune et pas encore autant. Donc peut-être le point à pas dépasser, donc c'est ma fourchette basse, on va dire. Pour moi, la fourchette haute pouvait aller gratter au-dessus de Irving, je trouve. Oui, je pense, je suis assez d'accord avec ça. Sur ce qu'il apporte en temps, voilà. Or, Kyrie a fait des efforts défensifs, ça, faut lui accorder ça, du côté de Dallas, mais sur la palette, Paul George me semble quand même supérieur. Et tu vois, quand je vois Rudy qui est devant, ça me choquerait pas, par exemple, de voir Paul George 13e. Oui, même Gobert, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais effectivement. Voilà. Qui est élite plus qu'élite dans son domaine de prédilection, donc je comprends sa position. C'est pas moi qui vais te dire Rudy est trop et pas aussi impactant que ça, etc.
Et par rapport à Liberton, ouais, bon, moi, en fait, comme ça, en regardant, je le mettrais 12 ou 13, je pense. Voilà. Donc, Liberton, Gobert, Irving, Zion, de Sabonis. Peut-être en voyant ça, je me dis, parce que j'ai envie de le mettre très haut comme toi, dans cette zone plutôt 12, 13, 14 plutôt que 17, 20. Est-ce que Jalen Williams, c'est pas un peu bas parce que tu vois, il y a quand même beaucoup de ressemblances, il y a une petite différence de volume, comme dit, mais c'est pas non plus scandaleux. J'aurais presque envie de remonter Jalen Williams, hein, mais bon, après, le truc aussi, c'est que tu vois, Sabonis, pourquoi est-ce qu'on a mis Sabonis devant? Il y avait un côté joueur à gros compromis, mais aussi c'est le dépositaire du jeu des Kings. Ouais. Donc il y a cette valeur-là. Zion, Zion, c'est le compromis défensif également. Et puis, le vrai Zion qui est efficace, comme d'habitude, il aurait été top 10. Mais voilà, sûr. Irving, je sais pas trop. Fourchette basse, fourchette hausse, je sais pas. Ou alors on peut trancher pile au milieu et le mettre entre Gobert et Irving, sinon. Ça peut être un compromis. On peut le mettre là-dedans. Mais alors, faudrait repenser à reclasser Williams, alors. Parce que, tu me diras, ça fait que 3 places d'écart, mais tu vois, j'aimais bien l'idée un peu de les coller parfois, je sais pas. Ouais, non, mais ça fait, en termes d'organisation, ça a du sens, hein, mais dans tous les cas, c'est bien que Jalen Williams se retrouve dans cette fourchette-là, je pense, hein. C'est énorme potentiel, et même ce qu'il a montré déjà est incroyable. Donc, ouais, pour Paul George, je pense que c'est pas mal entre 13 et 14, finalement, ça permet oui, je trouve que ça, oui, moi je trouve ça pas mal. Ok, mettons-le là, il est pas mal, Paul George. Ok, bon, j'arrête de réfléchir, sinon j'ai envie de tout refaire. Bref, petit quiz pour finir, nous sommes le 2 décembre 2023, et c'est un game winner, je sais pas si tu t'en souviens, un game winner contre les Warriors, un step back à 3 points, pour gagner un match contre les Warriors début décembre. Qui est sur le terrain au moment de cette action? 2 décembre. 2 décembre, est-ce que Kawhi était là, non? Oui, tout à fait, ouais. je sais jamais avec lui, on peut pas trop se mouiller là-dessus. Donc en plus de Kawhi, il devait y avoir je suis perdu, je sais plus à quel moment est arrivé Harden. Harden était déjà là? Il était déjà là, mais il est pas sur le terrain, pas sur cette action. Le terrain. Du coup putain, là je suis perdu sur mes Clippers là. On a du MVP. Ancien MVP. On a du MVP. S'il y a pas Harden, attends, oui, mais bien sûr, Russell Westbrook. Effectivement, Westbrook, ouais. On a un ancien des Raptors, champion NBA d'ailleurs, champion NBA 2019. Norman Powell. Exactement, Norman Powell, tout à fait. Et le dernier role player défensif, qui a un homonyme d'ailleurs, il a un homonyme à Charlotte. Un homonyme qui a été drafté par OKC, qui a été bazardé par OKC là contre Hayward. Qui désormais est à Charlotte. D'accord, je vois très bien. C'est Terrence Mann. Exactement, Terrence Mann, et l'homonyme c'est Treman. C'est Treman, ouais. Le jeune Treman, qui est à Charlotte. Et donc côté Golden State désormais. Curry Thompson. Oui, j'imagine. Tout à fait. Est-ce que Draymond n'était pas suspendu? Non, il est pas encore. Je crois que c'est quelques jours après qu'il a fait une clé de bras. Gobert. Après les fêtes, alors attends. Et donc donc s'il y a les 3 là, qui à ce moment-là est Kuminga? Non, pas Kuminga, pas sur le terrain. Kuminga. C'est 2 petits. C'est 2 petits. Alors Podziemski? Exactement. Podziemski est sur le terrain. Et l'autre petit, il n'a pas tant que ça. Moody? Exactement. Moses Moody est sur le terrain, tout à fait. Et donc on peut avancer avec notre dernier joueur du jour, c'est Anthony Davis. Anthony Davis, 36 minutes par match cette saison, 76 matchs en 2024. Ça aussi, pas mal, le nombre de matchs avec Davis. Plus 7% d'efficacité relative à la moyenne, c'est excellent sur 27% d'usage de basketball référence. Donc plutôt un gros volume aussi d'utilisation et de scoring. Et pour te lancer, c'est vrai que c'est encore une excellente saison individuelle au milieu peut-être d'une saison collectivement plus décevante. Absolument, c'est un peu, je sais pas quelle expression utiliser, l'arbre qui cache la forêt. Il a été incroyable au milieu de quelque chose d'assez fade finalement, je trouve, pour ne pas dire médiocre collectivement. Son niveau défensif, c'est toujours celui d'une superstar. Son niveau offensif, je l'ai trouvé intéressant parce que ça m'a semblé être une forme de saison de l'acceptation pour lui, parce que je crois qu'il a pris 75% de ses tirs dans la peinture.
c'est ce qui est plus haut. Je crois que c'est le plus haut pour lui depuis qu'il est chez les Lakers. Il a fait des saisons où il était à peine à 50%. Et c'est ce que je te disais en intro tout à l'heure. J'ai trouvé que c'était quasiment sa meilleure saison, parce que celle de la bulle avec le titre au bout est quand même particulière. C'est difficile de la mettre sur le même plan que d'autres à plein d'égards. Je trouve que je l'ai trouvé vraiment très très fort. Et j'ai vu que ici et là, il était considéré un peu comme la meilleure deuxième option de la ligue dans des espèces de classements des médias américains. Sur la théorie, je suis assez d'accord, parce que en termes de personnalité, de jeu, de joueurs, le caractère, tout ça, c'est toujours pas ce qu'ils aiment appeler un alpha, hein, pour à proprement parler. Mais je l'ai trouvé phénoménal la saison dernière. Je le trouve incroyable, et ça m'a redonné confiance en lui, parce que j'étais à la fois critique et c'est plus déçu que critique d'ailleurs de pas le voir réussir à éviter les blessures et à jouer diminué. Je regarderais peut-être la frustration qu'avec tout ce bagage-là, toute cette palette qu'il a, ce soit pas devenu un joueur plus fort individuellement et plus le visage d'une équipe et le porteur d'un projet. Mais en tout cas là, en 2024, Anthony Davis, je le trouve encore, je le trouve assez exceptionnel. Bah, c'est vrai que il y a un peu cet aspect, comme tu dis, où peut-être pendant longtemps on a souhaité ou rêvé un peu du côté go-to-guy en fait. Hein. C'est le rêve qu'on nous a vendu. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'était pas totalement ça en fait. Il manque 2-3 éléments pour être un go-to-guy en termes de passing de haut niveau, en termes de scoring. Hein. C'est pas du tout la même implacabilité au post-up ou en isolation qu'un Jokic ou qu'un Embiid. Hein. Donc on n'est pas sur le même niveau du tout. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette association, avec LeBron, et c'est ce qu'on avait dit au moment du titre, c'est que en fait c'est peut-être l'association de le meilleur élévateur de plancher de niveau minimum de l'histoire avec LeBron, parce que tu donnes n'importe quelle équipe et avec son style de jeu de créateur héliocentrique, il peut te monter tout ça à un niveau extrêmement élevé. Et de l'autre côté, Davis, c'est aussi le meilleur élévateur de plafond en fait, donc de niveau maximum, parce que à lui seul, il peut pas être le centre d'une attaque et d'un projet et faire qu'une équipe mauvaise va devenir une équipe excellente. Par contre, tu le mets dans une bonne équipe et ça devient une équipe d'élite. Et c'est là-dessus où il y a une polyvalence extrême, enfin défensivement on va en parler, mais la défense est géniale. Mais ouais, tu as parlé aussi de la fréquence de tir au panier. Je pense que c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que on a affaire à une équipe de Darvin Ham. Alors, bon, feu Darvin Ham, maintenant il est parti, il était nul, soi-disant, etc. Bon, il y a quand même un truc que Darvin Ham a très bien fait, c'est la fréquence au panier, la fréquence en transition et les lancers francs. Les Lakers, c'était élite là-dedans. Et je pense que c'est une des meilleures saisons, comme tu dis, où on a vu cette utilisation cette fréquence au panier, qui à mon avis est notamment due à la verticalité de Davis, qui est enfin exploitée. On a vu que en termes de schématiquement, en termes de tactique, on avait beaucoup de pick and roll un peu soit plein centre, soit des empty pick and roll sur le côté, avec Russell, avec Davis, avec Austin Reeves plutôt, LeBron James. Enfin bref, il y avait ce côté-là où le système et les schémas, le spacing était bien organisé pour libérer les tirs au panier et les lancers francs. Donc ça, c'était parfait. Et ça tient aussi du fait que on a, alors maintenant il y a Wemby, hein, mais peut-être que Davis est aujourd'hui la deuxième meilleure cible de alley-oop et de verticalité au monde encore. Et ça, c'est quand même un atout assez incroyable, quoi. Ah non, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis c'est même si c'est pas si c'est pas le leader, le go-to guy comme tu le définissais, ça reste un mec qui change la face d'une équipe et le plafond d'une équipe tout simplement quand il est apte à jouer. Je le trouve je le trouve incroyable encore une fois. Et le niveau défensif que t'évoquais, je l'avais presque oublié à force on le voyait jouer diminuer, ressortir du terrain après des blessures qui sont pas des blessures gravissimes à chaque fois, mais je trouve que ça l'handicapait aussi pour être le joueur dominant défensivement qu'il est. Et parfois j'avais presque de la peine pour lui l'année dernière, parce que il défendait littéralement pour 5 quoi. Enfin je dis pas que les autres ne faisaient pas toujours les efforts, mais ils ont pas la même compréhension, le même feeling pour la défense que lui a encore aujourd'hui. Donc ouais, voilà, c'est joueur d'élite qu'on espère voir pouvoir enchaîner les matchs à nouveau. Je sais pas ce que ça voudra dire pour les Lakers. Je sais pas s'ils sont taillés pour profiter pleinement du niveau qu'a Anthony Davis, mais ouais, joueur énorme encore, je pense, un joueur d'élite. Que pareil, je serais curieux de voir où tu voulais le mettre dans un premier temps, mais on en parlera après. Mais voilà, tu sais que j'ai une coquetterie pour les défenseurs, donc absolument. On va taper très haut. Mais non, mais alors pour le coup, j'ai commencé par le côté menace off-ball, de verticalité, etc. Mais
enfin, c'est pas que ça. Et c'est là-dessus où c'est quand même génial parce que, comme tu dis, c'est pas une superstar, c'est pas un go-to guy, on l'a dit. Mais c'est pas qu'une menace de verticalité, quoi. C'est pas Nick Claxton. On est d'accord. Tu vois, en termes de post-up, on est encore à 4 post-up par match cette saison, avec plutôt une bonne efficacité en plus, hein, mieux que 70% de la ligue. Donc plutôt bon volume. On a de la création. C'est juste qu'on n'a pas une création star, mais c'est clairement ce qu'il a par rapport à d'autres défenseurs d'élite qu'on va énumérer. Tout ce qui est Gobert, tout ce qui est Draymond, qui est pas encore dans le classement, mais tout ce qui est Adebayo. C'est pas que un défenseur, comme parfois peuvent l'être un peu ces mecs-là. On a une vraie création de haut volume et de bon niveau, donc c'est plutôt 7 sur 10 que 10 sur 10, on est d'accord. Mais c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Le passing aussi, qui est pas un passing de création, mais qui est un passing en mouvement et un passing de fluidification qui est quand même assez intéressant. On a, bon, le regret, c'est qu'on n'a toujours pas de 3 points. Ça, c'est à part dans la bulle, on l'a eu à peine un an. Dans la bulle, c'était là, il a mis tous les jump shots qu'il a voulu. Mais bon, on n'a pas ce 3 points, mais on a quand même un peu de pick and pop avec le petit long tir à 2 points. Alors, c'est dommage parce que ça fait très 2013, hein, justement, le petit Lamarcus Aldridge, le pick and pop à mi-distance. Mais bon, c'est un peu là, quoi. Tactiquement, tu dois jouer contre un drop. Il y a ce petit pick and pop qui peut être l'arme anti-drop. Donc, c'est bien, c'est pas parfait, mais c'est bien. Donc, j'insiste, mais on a vraiment un mec qui, à la fois, est la meilleure menace off-ball en termes de finition, ok, enfin avec Wembanyama, mais aussi de la création, et de la création à haut volume, à plus de bonne efficacité. Donc, c'est quand même très cool, et tout ça sans même parler, comme tu dis, de la défense, où la difficulté entre guillemets, c'est que on va pas pouvoir trouver des chiffres aussi facilement que pour Gobert, que pour Wembanyama, parce que c'est pas le défenseur de drop, tu vois, c'est pas l'encre défensive, le grand un peu qui fait du drop, qui est autour du panier. C'est pas ça, donc on peut pas lire aussi facilement genre sur les chiffres de protection de panier ou ce genre de choses. C'est un mec qui justement est un peu la clé de voûte de cette défense de par la polyvalence et de par la capacité à switch, de par la capacité à avoir n'importe quel rôle sur le terrain. Et tu vois, au final, même par rapport à ça, il a peut-être pas le niveau de switchabilité de Draymond, il a peut-être pas le niveau de switchabilité de protection de panier de Gobert, mais c'est peut-être le mix parfait entre les deux. Je trouve pas que, enfin, je pense que c'est peut-être le mec qui est le plus fort dans les deux à la fois, dans ce côté défense polyvalente, switch, mobilité, etc. Et aussi le mec qui, en même temps, est aussi très fort en protection de panier. Donc, il est peut-être pas élite comme Draymond dans son domaine ou Gobert dans son domaine, mais c'est le meilleur des deux mondes en fait dans le même joueur, quoi. Donc il est pas loin, et puis même s'il est pas élite, il est pas loin d'être élite quand même. Tu vois, il est vraiment son niveau est quand même énorme. Il est pas moyen, quoi. il est vraiment très fort de ce côté-là. Et puis tu parlais tout à l'heure des paniers à 3 points. C'est pas, tu vois, je suis pas encore totalement résigné parce que après c'est évidemment des vœux pieux, mais je sais que Redick veut absolument qu'il prenne beaucoup de 3 points la saison prochaine. Ouais. Ce qui devrait faire plaisir à Davis, qui a toujours plus ou moins refusé de se voir comme un poste 5 traditionnel. Et là c'est bon, là c'est quand il commence à accepter le fait qu'il sera poste 5 et que les Lakers ont besoin de lui comme ça dans ce registre-là, que peut-être qu'il va il va retrouver des opportunités de jouer plus comme un 4. Mais t'as vu passer la citation de Redick, hein, qui a dit ouais, moi je connais le secret, je vais le faire shooter à 3 points. C'est ça, j'ai vu ça. Ouais. Bon, ça, on verra dans les faits ce que ça donnera, hein, mais il a, je veux dire, sa palette, la panoplie est tellement importante en théorie parfois, mais sur ce qu'il est déjà capable de faire, je veux dire, c'est énorme. Il est rarement, j'ai pas les podiums en tête à chaque fois, mais c'est en théorie, c'est un des tout meilleurs défenseurs, donc il sera pas, il a jamais été DPOY, mais il a peut-être encore ça dans les pattes, je pense, il peut encore peut-être le faire à un moment. C'est pas élite comme Gobert sur la protection de cercle et comme d'autres dans d'autres secteurs, mais c'est très très proche du tout meilleur niveau quand même. Disons qu'il a jamais été DPOY, mais ça fait 10 ans qu'il est top 3, quoi, grosso modo. C'est un peu l'idée, quoi. Donc c'est quand même une certaine idée de la valeur, et surtout que, tu vois, Adebayo c'est un peu pareil, à l'époque Tim Duncan c'est un peu pareil. Bon, le DPOY c'est aussi une question de, pas de narratif, mais un peu quand même, quoi. C'est la grosse saison, t'es top défense, bon, on va donner au meilleur défenseur de la top défense. Bon, je pense qu'il a flirté aussi parfois, même il a été parfois le meilleur défenseur de NBA, même s'il n'a pas eu le DPOY concrètement, quoi. Mais effectivement, et je pense que défensivement on est encore dans son prime. Autant offensivement, bon, on délaisse un peu de plus en plus un certain volume de création, et moi ça me déplaît pas parce que je l'aime pas tant que ça en termes de création par rapport à d'autres stars, évidemment, d'autres superstars je veux dire, mais en termes de défense je pense qu'on est encore dans le prime, hein. On est encore largement dans le prime. Et la difficulté, c'est que non seulement on peut pas aller chercher des chiffres très basiques de protection de panier comme avec Gobert, Wemby, Brook Lopez, etc. L'autre difficulté, c'est que son équipe était dans la moyenne défensivement, et je trouve que ça rendait pas hommage à, enfin, c'est plus difficile de mesurer la valeur, parce que tu dis ah ouais, mais la défense est pas bonne. Oui, mais en fait sans lui,
elle est mauvaise. Donc c'est totalement. à quel point il y a une différence entre le mec qui fait passer d'une défense qui est déjà bonne à élite ou entre mauvaise et qui devient bonne et compétente. Donc c'est pour moi la valeur est aussi là-dedans, quoi, même si ça se voit pas au premier coup d'œil, parce que la défense est pas première de NBA ou pas top 3. Quoi. Mais voilà, je pense qu'on a dit très peu de faiblesses hein, pour Davis. Mais pareil, ça aussi, je m'étais noté. Tu en as parlé un peu, mais lui, il a jamais voulu jouer pivot. Mais je pense qu'un des trucs qui, pour moi, apporte pas mal de valeur cette année, c'est que, en fait, de facto, il a joué pivot pas mal de temps, en fait. Hein. Donc ça a eu des répercussions en termes de spacing. Mais ça, pourquoi c'est possible ? C'est parce que, justement, défensivement, il peut totalement tenir une défense, entre guillemets, à lui tout seul. Donc c'est cette capacité de faire ça permet qu'à côté, on peut mettre 4 extérieurs, et qui, du coup, a des répercussions sur le spacing et sur l'attaque, mais tout ça part du fait que défensivement, il est assez bon pour que il y ait des répercussions sur l'attaque, mais un joueur assez... Pas classique, pas le LeBron, pas le Kawhi, pas le Durant, plein de ballons, plein d'efficacité et plein de tirs de pull-up, mais qui, je pense, a une bonne valeur. Et donc, transition vers le classement. Où est-ce qu'on imagine notre ami Davis, alors ? Où est-ce qu'on l'imagine ? Est-ce que... Pour moi, c'est borderline top 10, hein, je pense. Comme ça, à la réflexion, c'est borderline top 10. Si tu me dis qu'il est plus haut, je trouve pas ça scandaleux, mais je le vois... Est-ce qu'on le met devant les Edwards, Lillard ? Il y a Adebayo devant. Ouais. Moi, c'était mon point de repère, pour te dire. C'était Adebayo. C'est ça, oui. Moi, je pense, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'il est un peu au-dessus, Adebayo. Tu penses que Davis est au-dessus d'Adebayo ? Oui, pardon. Je pense. Je pense que Davis est au-dessus d'Adebayo parce que défense aussi fabuleuse, mais tout de même quand même plus d'attaque, quoi. C'est, comme je dis, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas un défenseur, c'est pas qu'un défenseur d'élite. Alors Adebayo non plus, mais Adebayo il y a de la création un peu collective, le 5-out, le passing, etc. Mais je serais quand même tenté de le mettre au-dessus. Après, c'est mon point de repère, mais tu vois, je pense que toi tu l'aurais peut-être pas Adebayo autant au-dessus, donc je comprends que tu puisses te poser la question avec un Edwards, hein, par exemple, qui est derrière, notamment. Ouais. Je pense aussi que je le mets devant Adebayo. Je vois, après, bon, c'est par petits groupes, donc au-dessus, il y a du Booker Mitchell, donc c'est différent, c'est pas les mêmes profils de joueurs. Entre la 8 et la 9, ou est-ce que c'est possible de casser le 7-8? Je sais pas, toi, t'avais quoi dans l'idée? Tu t'imaginais garder les deux arrières ensemble, Booker Mitchell? Non, moi, fourchette basse, c'était Adebayo. Parce que voilà, aussi fabuleux en défense, et un peu plus de volume et plus de quand même capacité offensive. Donc c'est un peu le point bas, la fourchette basse, ça n'a pas dépassé. Ouais. Moi, fourchette haute, ça pouvait aller jusqu'à Tatum, mais en dessous de Tatum, tout de même. Mais vraiment une évaluation positive et une pondération positive de son profil. Mais je pense que peut-être le plus raisonnable, c'est soit de le coller à Adebayo, soit comme tu dis, on casse un peu les deux extérieurs et on le met un peu entre les deux. Mais moi, même si on le colle à Adebayo, ça me va, hein, de le mettre collé. Je l'aurais est-ce que je valorise assez Donovan Mitchell? C'est peut-être ça aussi. Faut que je dépassionne le truc. Ouais, t'étais moins conquis par Mitchell que Booker, donc tu peux te dire qu'on mettait Davis entre les deux, quoi. Ouais, c'est ce que je me serais bien dit ça, et en même temps, le coller à Adebayo c'est pas problématique non plus. Soit ça, voilà. Moi, les deux options, c'est ça. Non, mais t'as raison. On peut casser les groupes. Ouais. On a cassé le groupe des 3&D en bas, là, tout à l'heure, donc t'as raison. Cassons les groupes un peu. Cassons les groupes, on peut le mettre entre eux. Je vais te faire une confidence, je suis assez tenté de le mettre devant Booker, mais je vais pas le faire aujourd'hui. Peut-être tu pourrais sans souci, hein, mais... Ouais, j'ai pas envie de me faire insulter non plus, mais... L'armée de fans de Phoenix. C'est un peu ça. Non, mais dans une évaluation positive. Je peux comprendre aussi qu'il y a quand même la pondération du volume de la création de Booker qui, voilà. Bien sûr, ouais. Je suis à l'aise de le mettre là. Je pense que si on était téméraire, on pourrait peut-être gratter, mais ça me va de le mettre là, entre Booker et Mitchell, ou alors entre Mitchell et Adebayo, mais ok, faisons ça. Et donc petit quiz pour finir. Nous sommes le 25 novembre 2023, et c'est un contre sur une tentative de dunk de Jarrett Allen, donc c'est quand même pas rien. C'est pas mal. Le 25 novembre, kicker sur le terrain au moment de ce contre sur Jarrett Allen, un contre en plus par derrière, sur une tentative de dunk par derrière. Donc un Lakers Cavs de novembre, donc LeBron James. Oui. D'Angelo Russell. Russell, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut? Austin Reeves, j'imagine. Pas Austin Reeves. Voyons si toi t'as plus de références que les anciens intervenants qui n'avaient pas cette référence, peut-être trop jeune. Si je te dis Bel-Air. Ah, le prince de Bel-Air, bah donc Taurean Prince. Ah, merci, parce que j'ai fait cet indice parfois, auparavant, il y a des gens qui non, désolé, j'ai pas la référence. Ah, mais ils avaient 25 ans, alors ils avaient 20 ans. Ouais, ça doit être par là, Et le dernier, c'est un arrière 3&D, un jeune arrière 3&D.
Un jeune arrière 3D. Attends, donc j'ai dit qui? Ah ouais, non, il n'y a pas Reeves. J'avais dit D'Angelo James, Prince, Davis et ils avaient qui? On est en novembre. Je crois qu'il y a un mec des Kings qui avait un peu ce même nom de famille. Oui, un mec des Kings j'étais sur la piste. J'étais sur la piste, donc ça doit être Max Christie alors. Exactement. Qui n'est pas du tout d'ailleurs le fils de Doug Christie. Hein, je crois pas en tout cas. Non. Et côté Cavs, bon, ils ont à peu près toujours la même équipe, nos amis des Cavs. Il doit y avoir du Donovan Mitchell, Evan Mobley, bon, Jarrett Allen, parce que tu l'as cité évidemment. Exactement. Garland, il avait fait du on-off au niveau des blessures, mais Garland était peut-être là? Oui, il était là. C'était avant sa blessure début décembre, ouais, tout à fait. Donc Allen, Garland, Mobley, Mitchell il doit rester Max Strus. Exactement. L'Autrichien Max Strus est là. Voilà. Tout à fait. Non, il est pas autrichien, pardon. Il est pas du tout autrichien. Il voulait être international slovène, hein, je crois. Ah oui? C'était prévu, ouais. D'accord, tu vois, je faisais une blague, mais il y avait une réalité alors. Ok. Ouais, ok. Bah, on en apprend tous les jours grâce à Shai sur le Basket Lab. Et donc, je résume notre classement. Aujourd'hui, on a parlé d'Anthony Davis qu'on a inséré autour de la 7e place entre Booker et Mitchell. On a cassé ce groupe-là. On a Paul George aussi qu'on a inséré entre Gobert et Irving autour de la 14e, 15e place, grosso modo. Lauri Markkanen aussi a été inséré autour de la 28e, 30e place. Voilà. 30e place entre Hartenstein et Franz Wagner, un peu collé à Franz Wagner. Et puis Jacques plus bas entre Lou Dort et Nesmith. Et encore un peu plus bas, deux places après. On est autour de la 55e place, Harrison Barnes entre Josh Hart et DeAndre Hunter. Donc voici pour la QA du jour. En tout cas, merci beaucoup, Shai, d'être passé sur le Basket Lab et sur la Syllab une nouvelle fois. Merci à toi, c'est un plaisir, un exercice toujours sympa, très très sympa à faire pour se chauffer un peu pour la saison. Très dur mais très sympa. Et puis avec des quiz et des jeux de mots de qualité, évidemment. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voici pour ce 13e numéro, on s'approche doucement de la fin, lentement mais sûrement. J'espère que vous arrivez à suivre, ou alors j'espère que juste vous consommez ce que vous avez envie de consommer. Je sais qu'à chaque fois on me le reproche, mais vous n'êtes pas obligé de tout écouter, évidemment. C'est fait pour ça, le flux extrait, c'est fait aussi pour ça qu'on a beaucoup de volume, c'est que on essaie d'intéresser pas mal de monde. Bref, j'espère que ça vous plaît, j'espère que les quiz ne sont pas catastrophiques, ou les indices en tout cas ne le sont pas trop. Et donc, donc la prochaine fois, prochaine cuvée du Top 100, ça va être l'épisode numéro 14. Et donc la prochaine fois, nous allons parler de Jaylen Brown, Brandon Ingram, Anfernee Simons, Dante DiVincenzo et Joel Embiid. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Shai d'être passé sur le Basket Lab. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.